vous intéresserait pas de participer? Ah, mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Pas de candidat? Pas de candidat. C'est pas mon genre de participer. Pas de candidat, effectivement. Comment ça va se passer? Vous allez me promettre de pas y foutre les pieds, hein. Ah, juré. On vote pas, y a un candidat désigné, donc comment ça se passe? La préfecture désigne une délégation de 3 personnes, 3 habitants de la commune. À te juger, à toi. Ah non, c'est mort. Ah, c'est La mort. préfecture doit organiser une nouvelle élection dans un délai de 3 mois. Jamais je participerai. Dans 3 mois. 3 mois. À part à vos obsèques, bande de cons. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio dans cette France dans tous ses états en ce mercredi 11 février 2026 c'est quoi, c'est la droite ça? Mais oui. c'est votre gauche. À ma gauche. C'est bien le drame d'ailleurs. À ma gauche, d'humeur tout à fait passable aujourd'hui, mode flair. Ça va. Voilà, il y a des jours où il y a des hauts et des bas. Face à moi, ils sont pimpants, ils sont fervents, j'ai jamais vu en une telle forme. Julien Delmas, qui est à sa commande, là, il va nous faire une émission d'enfer. Et Emmanuel Galasso, tendre, affectueux, qui prend vos appels au 0826 300 300. Heureusement qu'il est là, parce que c'est lui qui nous tient en lien avec nos auditrices et nos auditeurs, qui est une des premières fonctions de cette émission de radio et de cette antenne, c'est de donner la parole aux auditeurs, parce que la parole, c'est le parlons vrai, et le parlons vrai, c'est vous qui le portez. Voilà pour les présentations de l'équipe. Et alors, c'est pas restait-il un pilote à l'Élysée, ça c'est un autre sujet, on pourrait y revenir, c'est y a-t-il un maire dans l'hôtel de ville? Mais oui, figurez-vous que cette campagne municipale de 2026 va connaître quelques cas où il y aura une carence de candidats aux élections municipales. Il y aura peut-être des communes où il n'y aura pas de maire, où il n'y aura pas assez d'élus. Il y a des solutions institutionnelles un peu compliquées, exceptionnelles. C'est l'ampleur de ces carences cette année qui nous inquiète, et on reçoit pour cela Jean-Paul Carteret, qui est le président des maires ruraux de France. On essaiera de décrypter avec lui pourquoi est-ce qu'on n'a plus assez ou quelquefois pas de candidats aux élections municipales. Un sujet qui me tient très très à cœur. Vous allez me dire, il y a peut-être plus grave. Ben non, ça témoigne d'une gravité de la situation agricole. La lentille nationale a mal à la France. Nos lentilles françaises de production française, avec quelques fleurons comme la lentille du Puy ou la lentille du Berry, souffrent d'une concurrence profondément déloyale. On est vraiment dans la consécration que la concurrence déloyale. On importe de l'étranger des lentilles de merde qui prennent des parts de marché de nos lentilles à quelques centimes près quelquefois. Et cette filière, qui est un des fleurons du patrimoine agricole français, est en train de disparaître. Nous en discuterons avec Yann Bertin, producteur de lentilles lui-même et président de la coopérative Graines Équitables en Occitanie. De 13 à 14 heures, alors je précise toujours l'horaire. Y a-t-il un maire dans la commune? C'est à 12h10 avec Jean-Paul Carteret et Yann Bertin. On le recevra à 12h45 parce que de 13 à 14h, je recevrai Nicolas Bouzou qui nous explique que rien n'est perdu, qu'il peut y avoir un sursaut national, parce que quand on examine l'histoire de France, quand on remonte le temps, on se rend compte que notre pays a été confronté souvent à des situations quelquefois tragiques et qui s'en est toujours sorti parce qu'il y a un sursaut. Il va nous dire lequel. Lui, il a une certaine idée, il a un décryptage, il pense au libéralisme. On va discuter avec lui de savoir si c'est vraiment la bonne solution et si, malgré le marasme dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, la France pourra encore s'en sortir. Et puis, Maude, on a des perles qui sortent. Un collier de perles, alors il y en a une. Il y en a une. Votre attention, hier, Maude. on parlait avec Charles Mignon de l'Union des droites et de la souveraineté des nations en Europe. Et jackpot, combo gagnant. Hier, l'Union des droites a permis au Parlement européen, aux parlementaires, de voter 2 textes de loi concernant l'immigration. On en parlera dans les perles. Je vous laisse peut-être conclure. Oui. C'est tout. On passe à l'humeur. Allez, c'est parti. Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Retour sur l'actualité agricole et celle des pesticides, avec une résurgence de la loi Duplon. Laurent Duplon revient à la charge pour que le Parlement réautorise des substances interdites pour l'instant ou nocives. Et alors ça met le feu aux poudres. Alors ça met pas le feu aux pesticides, ça met le feu aux poudres. Il a même été interpellé par le journaliste, notre confrère Hugo Clément, qui l'accuse de mentir. Laurent Duplon dit il y a certaines substances, elles sont pas interdites par l'ANSES, elles sont pas dangereuses, elles sont pas nocives. C'est faux. Ces substances-là sont il y en a
plusieurs types, elles sont dangereuses et il y a débat parce que Monsieur Duplon dit leur nocivité n'est pas avérée. On va prendre le problème à l'envers. Tant qu'elles ne sont pas définies comme non dangereuses, le principe de précaution veut qu'on n'utilise pas ces substances. Quel est le problème ? Il est toujours le même. On l'a débattu des centaines de fois sur cette antenne et dans cette émission. Nos agriculteurs sont confrontés à une situation extrêmement compliquée, que eux n'ont pas le droit d'utiliser des produits chimiques, des produits phytosanitaires, des pesticides, des fongicides, des herbicides, alors qu'on importe des produits de pays où ils sont autorisés. Donc concurrence totalement déloyale. Et on est pour la noisette, pour les néonicotinoïdes. Alors ça tue les abeilles, ça tue certaines variétés, pour certaines cerises, pour certains fruits, pour certains légumes. Eh bien, si on ne peut pas utiliser ces substances de protection des plantes, ces produits phytosanitaires, eh bien la filière est menacée, elle disparaît, parce que on importe de l'étranger des produits qu'on n'a pas le droit de produire en France. Donc, conclusion, eh ben, alignons-nous sur la malbouffe. En fait, quand Madame Genevard dit la souveraineté alimentaire, c'est le fait que la France, l'agriculture française puisse exporter et puisse importer sans danger. Et quand Monsieur Duplon dit je ne veux juste que protéger, je veux autoriser ces substances interdites parce que je veux juste protéger les filières agricoles les plus menacées qui sont affaiblies par cette concurrence déloyale. Donc, alignons-nous sur la saloperie. C'est-à-dire, puisqu'on veut combattre la malbouffe, eh bien, faisons-la nous-mêmes la malbouffe. Donc, nous serons compétitifs. Donc, nous pourrons exporter et les produits que nous importerons, qui eux contiennent ces produits, ces substances nocives, eh bien comme nous les utiliserons aussi dans notre agriculture, il n'y aura pas de problème puisque on n'aura pas d'écart de prix, on sera aussi compétitif qu'eux puisque nous utiliserons les mêmes laits. Mais ce n'est pas ça. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre classe politique, que nos gouvernants, que l'Union européenne ne nous protègent pas. Le but, c'est de appliquer la même règle à tout le monde. Si des produits fabriqués, cultivés à l'extérieur de l'Europe utilisent des produits interdits en Union européenne et en France, eh bien, on les interdit. C'est même pas une question de protectionnisme, c'est une question de libéralisme, c'est une question de concurrence libre et non faussée, qui est inscrite dans les principes de l'Europe. Eh bien, aujourd'hui, l'Europe nous applique une économie avec des principes qui sont pas libres, qui sont faussés et une concurrence déloyale. Mais qu'on applique les principes européens et tout le monde sera logé à la même enseigne. Donc, en l'intérieur de l'Europe, nous n'utiliserons que des produits autorisés, nous cultiverons, nous aurons des filières agricoles qui ne seront pas en compétition, j'allais dire déloyale avec la concurrence étrangère, et à l'intérieur du marché commun européen, au nom de la préférence communautaire, eh bien les agricultures, nos agricultures et nos agriculteurs pourront produire des produits licites et non pas illicites. Voilà, le problème il est simple, alors que Monsieur Laurent Duplon revienne en disant je veux protéger les paysans. Non, bien sûr qu'on peut sauver des filières, on peut les protéger puisqu'on les autorise à s'aligner sur la malbouffe, sur les empoisonneurs. Mais ce n'est pas rendre service aux agriculteurs. Et en tout cas, ces produits sont avérés nocifs. On y reviendra la semaine prochaine. On recevra des scientifiques. Il y a eu une pétition dans le monde, 650 signatures, médecins, scientifiques, spécialistes, qui supplient le gouvernement et le Parlement de ne pas succomber à cette tentation de s'aligner. On verra bien que c'est dangereux pour les animaux, c'est dangereux pour les humains, c'est dangereux pour les sols. Il y a des situations cataclysmiques. Aux États-Unis, on est en train de réutiliser une molécule absolument catastrophique, pire que le glyphosate. Donc si on n'arrête pas ce massacre, ça finira très mal et nous sommes tous très soucieux de la survie de nos agricultures et de la préservation des filières agricoles qui font l'honneur de la France. Des communes privées de listes municipales, c'est embêtant, mais ça existe et vous êtes peut-être même concernés par ces histoires. Alors n'hésitez pas à nous appeler si c'est le cas, à témoigner, à nous expliquer quelles démarches ont été entreprises dans vos communes. 0826 300 300. On en parle dans un tout petit instant. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. À quelques semaines du premier tour des élections municipales, certaines communes se retrouvent sans liste. Un scénario de plus en plus fréquent que la nouvelle loi sur la parité n'arrange pas. Alors que faire dans ce cas-là ? On en parle avec le président des maires ruraux de France, le maire de Lavoncourt en Haute-Saône, Jean-Paul Carteret. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Paul Carteret, merci d'être à l'antenne de Sud Radio aujourd'hui. Donc je rappelle, vous êtes président des maires ruraux de France. Vous succédez à Michel Fournier qui précisément a été appelé au gouvernement au poste de ministre délégué à la ruralité. Je me souviens même de Michel Fournier disant qu'il avait appris à la télévision, qu'il avait été nommé ministre. Vous voyez, tout peut arriver. En tout cas, vous lui succédez à cette... l'intérim seulement, hein. Vous assurez l'intérim. Ah, ça peut durer, attention. Et puis bon, et j'ai vu qu'il y avait déjà un maire de Haute-Saône qui s'appelait Pelletier, qui a été, vous voyez, souvent la Haute-Saône envoie des présidents de maires ruraux, comme quoi c'est un département représentatif de la ruralité française. Alors, vous avez bonne mémoire et c'est un clin d'œil à Gérard Pelletier,
qui fut un excellent président. Alors, monsieur le maire et monsieur le président, je vous interpelle, enfin vous y êtes pour rien, mais c'est vrai qu'on s'inquiète. On sait que la mission municipale, aujourd'hui, est quelquefois une mission un peu difficile, que les incivilités, les agressivités font que, il y a des maires qui ont hésité à se représenter. Je sais qu'il y a certaines communes, on a eu du mal à composer la liste, 11 élus, 23 élus, et là, nous sommes devant une situation inédite en 2026, il y aura des communes en France où il n'y aura pas de liste aux élections municipales. Vous avez déjà vous-même une explication personnelle en tant qu'élu ? Alors, ce qui est sûr, à mon avis, ça vient pas du fait de la liste paritaire qui a été décidée par la loi. Il y a longtemps que les maires ruraux alertaient sur le manque d'engagement, mais c'est vrai aussi dans les associations. Il ne faut pas croire que c'est que pour l'engagement municipal et faire penser que ça vient du projet de loi sur la parité est la cause. Je n'en suis pas du tout convaincu. Moi, je suis certain que c'est le manque d'engagement, le manque d'envie de s'engager. Pu poser problème dans certains cas, et j'ai connu des situations où il manquait quelques femmes, quelques hommes. Enfin bon, c'est pas rédhibitoire. Par contre, ce qui est rédhibitoire, c'est que vous avez des communes où les gens ne veulent, entre guillemets, la formule, ils ne veulent plus y aller. Ils veulent plus y aller. Soit qu'ils ne veulent pas se représenter, soit qu'ils se disent, écoutez, aujourd'hui, mais il y a peut-être aussi, monsieur le maire, une démotivation citoyenne, tout simplement, peut-être manque d'intérêt pour le collectif. Absolument, c'est pour ça que d'ailleurs le cri d'alerte est donné aussi par les sapeurs-pompiers, il y a de moins en moins d'engagement, par les représentants associatifs, il y a de moins en moins d'engagement et c'est le cas partout. Alors par contre, ce qu'il faut que les gens sachent dans leur commune, c'est que s'il n'y a pas de candidat, la commune sera sous tutelle de la préfecture le temps d'organiser une deuxième élection et s'il n'y a personne, la commune disparaîtra et sera rattachée à la commune voisine. Voilà, il faut quand même que les gens... C'est ça que prévoit la loi. Si vraiment il y a carence totale de représentation municipale, la commune est rattachée à une commune qui, elle, a un conseil municipal et qui donc l'administre latéralement. C'est ça, oui. Et je pense que si les gens aiment leur commune, si les gens aiment les gens, je dis toujours que pour être maire, il ne faut pas le faire pour soi, il faut le faire parce qu'on aime les gens. Bien sûr. Et je crois, malgré ce qu'on entend autour de nous, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes encore nombreux, c'est mon cas en tout cas, on aime les gens, on a envie de donner du temps pour eux et j'ai envie de dire, engagez-vous, on se passionne après. Une fois qu'on est dans les responsabilités, on se passionne. Même si il y a des choses, vous avez évoqué les bris de voisinage, vous avez évoqué les violences, etc. Mais n'empêche qu'il y a bien des choses qui sont grisantes quand on est à la charge d'une commune. Vous convenez, Jean-Paul Carteret, que la fonction de maire, j'allais dire comme celle de président de la République, c'est une des deux fonctions exécutives qui a vraiment le pouvoir de changer les choses, de changer la vie. Et je connais, pas autant que vous, mais je connais beaucoup de maires qui me disent, nous sommes le premier contact avec la citoyenneté. Nous sommes le premier représentant de la République, même si c'est une mission municipale et pas nationale. Nous sommes le premier contact citoyen avec les gens qui, voilà. Et souvent, c'est vrai que c'est à nous qu'ils expriment leur colère, leur détresse ou leurs inquiétudes, puisque nous sommes le premier interlocuteur. Pour autant, il y en a qui jettent l'éponge parce que aujourd'hui, comme vous le savez, on ne s'adresse plus aux maires de façon aussi correcte, cordiale et respectueuse, qu'il y a des gens qui pensent que les maires et les élus municipaux sont au service, ils sont payés pour ça, et si tout va mal, c'est de leur faute. Et il y a eu des gens il y a des élus qui ont été démotivés aussi par ce genre de situation. Si je vais répondre à votre question, c'est que l'élu préféré des Français, c'est le maire. Et pour toutes les raisons que vous venez d'évoquer, vous avez parlé comme un maire presque, mais il y a un pourcentage de votants. C'est pour l'élection municipale qu'elle est le plus représentative, 60, 70, 80% dans certaines communes. Et c'est pas le cas pour les autres élections. Ce qui veut bien dire que le maire, c'est l'homme à qui on s'adresse. Le maire, je le dis toujours, c'est le premier maillon de la chaîne sociale. Quelqu'un qui a un pépin ou autre chose, il va trouver le maire à qui il faut que je m'adresse. C'est le premier maillon de la chaîne de sécurité. À condition qu'on le voit, si c'est le maire d'une grande ville, on le verra beaucoup plus difficilement pour prendre rendez-vous comme un ministre, alors qu'un maire comme vous, vos administrés vous croisent dans la rue et ils vous interpellent s'ils ont quelque chose à vous demander ou une formule à vous... Et nous croisent tous les jours, d'où notre étonnement il n'y a pas très longtemps quand le Premier ministre a accordé 500 € à tous les maires.
les maires comme les maires ruraux qui sont au quotidien à croiser leurs habitants, puis les maires des grandes villes qui ne les croisent pas tous, sinon peut-être jamais certains. Et c'était notre étonnement parce que nous, on n'a pas dans les communes rurales, on n'a pas de service, on n'a pas de chef de service, c'est le maire tout seul qui est responsable de la sécurité, qui est agent de police, qui représente l'État, enfin un peu tout quoi. Et vraiment, le jour où il y aura plus les maires pour répondre présent face aux difficultés, face aux mouvements, face aux attentes, aux espoirs, etc., face au lien social, ce sera compliqué. Bien sûr, D'où l'intérêt de chercher des candidats là où il n'y en a pas. Il faut sauver ces communes pour la proximité. Vous connaissez l'expression « il faut remettre l'église au milieu des villages » et vous me dites « il faut remettre la mairie au milieu de la commune, il faut qu'elle retrouve sa place ». Alors elle a sa place. Donc vous avez l'air de me dire, c'est pas tant les incivilités, la difficulté de la tâche qui dissuadent certains, c'est peut-être une forme d'égoïsme qui existe aujourd'hui. J'ai plus envie de me dédier à la cause des autres, de mon prochain, de mes concitoyens. Ils ne sont pas assez reconnaissants. Ils ne sont pas assez reconnaissants, je disais. Oui. C'est terrible, c'est la difficulté, quoi. Mais faut mettre une carapace autour de soi et pas attendre de retour, je crois. Vous êtes à votre quatrième mandat, Jean-Paul Carteret? Je termine mon 5e mandat, je suis maire depuis 31 ans. Donc, alors on dit toujours en France, ça veut dire que vous avez été reconduit par vos concitoyens parce qu'ils vous apprécient? Oui, est-ce que je peux vous dire pourquoi j'étais aussi contre le panachage et pour la liste? Oui. C'est parce que dans de nombreuses communes, le maire sortant, c'est celui qui a moins de voix, alors que c'est celui qui a le plus donné depuis 6 ans. Et du coup, on évite le panachage, on évite le tir au pigeon, comme disait une députée il n'y a pas très longtemps. Je rappelle que le panachage, c'est la possibilité pour certaines petites communes que l'électeur raye le nom de celui dont il ne veut pas, ou qu'il ajoute à la main celui dont il veut. Et effectivement, le maire étant celui qui est le plus exposé, donc il est peut-être victime d'une impopularité. J'ai vu des conseils municipaux avec la liste entière qui passe, sauf le maire qui était tête de liste parce qu'il avait été rayé par tout le monde. Voilà. Donc c'est l'ingratitude, c'est l'ingratitude citoyenne qui est une réalité en France. C'est ça. Et c'est pas d'aujourd'hui, puisque ça s'est déjà produit. Jean-Paul Carteret, Maude Koffler veut vous poser une question. Oui, Jean-Paul Carteret, je rappelle d'abord que vous êtes le président des maires ruraux de France. Est-ce que vous pensez... Par intérim, oui. Vous disiez tout à l'heure qu'il pourrait arriver qu'un jour, il n'y ait plus de maires en France. Vous y croyez vraiment? Vous pensez qu'à force de désengagement, les maires pourraient disparaître? Plus de maires, il ne faut pas généraliser. Je pense, malgré tout ce que vous nous dites ou que l'on entend autour de nous, une grande majorité de communes aura des candidats. J'ai même des candidats dans mon département, ça doit se produire ailleurs aussi. Il y a des communes de 100 habitants où il y a 2 listes. Ça veut dire qu'on trouve des candidats et des candidates. Donc, je suis pas inquiet par rapport à ça. Il y aura toujours des maires. Ce qui est à craindre, c'est que dans certaines communes, il n'y en ait pas, effectivement. Et je ne saurais que trop encourager s'ils veulent sauver leur commune, quoi. Sinon, c'est plus la même chose. Du coup, quand la commune, moi, je suis né dans une commune qui a été fusionnée. Et du coup, elle est devenue un hameau. Et ma maman ne pouvait plus aller voter parce qu'il fallait qu'elle aille à 5 kilomètres pour voter. Et ça éloigne ça aussi. Et du coup, la commune est rayée de la carte. 2, ça pose des difficultés pour les personnes âgées. Je dénonce tout ça et j'espère que toutes les communes pourront être gardées au moins pour ça et pour la proximité. Jean-Paul Carteret, vous savez aujourd'hui, et vous êtes confronté à cette réalité, les dotations de l'État, les moyens dont disposent les communes, les municipalités ont été restreints. Vous me confirmez que c'est de plus en plus dur de financer la vie municipale d'une commune? C'est de plus en plus difficile de par les dotations, effectivement. Mais il n'y a pas que les dotations, il y a l'aide à l'investissement. Et l'aide à l'investissement, moi je suis de ceux qui disent si on doit contribuer, on contribue aux difficultés et à la dette. Mais en même temps, il faut que les bonnes questions soient posées parce que si on n'est plus aidé ou accompagné pour les investissements, ça aura des répercussions sur les entreprises locales. Et du coup, c'est l'économie qui en prendra un coup. Et je pense que par rapport à ces aides, effectivement, de nombreuses questions sont à poser. Combien il y a d'habitants à Lavoncourt, monsieur le maire? Il y en a 337. C'est une toute petite commune.
Si on a envie d'aller vous voir... Enfin, il y a plus petit encore. Hein. Non, je sais bien, mais 300 habitants. Moi, je vais vous faire de la promo touristique. Si on vient vous voir, qu'est-ce qui mérite le déplacement à l'Avoncourt? Est-ce qu'il y a un monument dans... À l'Avoncourt, qu'est-ce qui mérite le déplacement? Oui. Écoutez, il y a encore une ministre qui vient me voir lundi pour inaugurer l'extension du cabinet médical pour accueillir des docteurs juniors. Oui, mais dans moi, ma commune, vous verrez une petite centralité avec tous les services, avec un médecin, une pharmacie. J'ai réussi à garder ça, je vous assure que c'est un sacré combat. Bon, sauf que je ne vais pas venir me faire soigner chez vous, monsieur le maire, mais est-ce qu'il y a un commerçant, un artisan qui vend des bonnes choses ou de la distillation? Oui, il y a un restaurant, il y a un restaurant, il y a même, si vous venez le premier vendredi du mois, vous aurez un dentiste dans un véhicule ambulant qui vient le premier vendredi du mois, ou une opticienne. Vous aurez un coiffeur, vous aurez une esthéticienne, vous aurez de quoi vous détendre. Ça bouge chez vous. Je me permettrai de vous appeler, je vous inviterai à déjeuner dans la petite auberge dont vous me parlez, et on pourra continuer cette conversation passionnante, parce que l'Avoncourt, c'est un instant de l'histoire de France. L'étape. Merci, monsieur le maire. Elle s'appelle l'étape. L'étape. Eh ben, on ira ensemble, on marquera cette bonne étape à l'Avoncourt. Merci, monsieur le maire. Il faut venir avant les élections. Sinon, vous croiserez Jean-Paul Carteret et plus le maire. Merci. Mais vous serez toujours maire, voilà. Vous serez plus le maire. Ah, oui, c'est votre dernier mandat. Vous finissez là, d'accord. Ah oui. D'accord. Vous savez, après 31 ans, je pense qu'il ne faut pas faire le mandat de trop. Merci, monsieur le maire. Vive la République, vive l'Avoncourt. À bientôt. À bientôt, au revoir. Allez, vous restez bien avec nous. Les perles arrivent juste avant de parler des lentilles qui ont besoin de nous. Les producteurs de lentilles ont besoin des Français. Alors, on en parlera dans un instant avec Yann Bertin. 0826 300 300 pour réagir en direct. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, la France dans tous ses états. Les perles du jour. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Si tu là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. Le temps n'a pas de temps, mais il faut du temps. Alors, non seulement les élèves français sont nuls en maths, mais, et ça va sûrement un peu avec, ils ne savent pas non plus lire l'heure. J'ai relu à 2 fois, Maud, cette nouvelle qui est dans les médias. Donc, nos chères têtes blondes, elles ne le sont pas toutes, mais enfin, nos adolescents ne savent plus lire l'heure. Alors s'il y a le chiffre marqué 12h44, c'est l'heure de la soupe ou... Oui, si c'est numérique, ça va. Mais si c'est en analogique, vous savez, la bonne vieille aiguille, tac, 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 alors soit en chiffre latin, soit en chiffre. Vous faites bien l'aiguille. Et là, il y a eu, attendez, il y a eu deux tests, 10h09 et 11h55, vous voyez? Eh bien, 70% n'ont pas su, 70% des adolescents interrogés n'ont pas su lire l'heure. Donc, voilà où on en est. C'est un des symptômes de la fabrique, je la cite tout le temps, cette pauvre fabrique du crétin numérique et du crétin tout court de Jean-Paul Brigelli et du crétin numérique par Michel Desmurger. Là, on a le symptôme concret. Nos gamins ne savent plus lire l'heure si elle n'est pas marquée en toutes lettres. Ça fait partie aussi, on les habitue à avoir tout de suite. La nourriture est quasiment prédigérée. La lecture, on n'en parle pas, il faut du dessin animé. Et là maintenant, on ne sait plus lire l'heure. Je ne veux pas extrapoler, vous donner d'autres types d'exemples où il faudra les aider, mais vous me voyez venir, on s'en tient là. Et puis c'est pas fini. Bah non, vous allez dire qu'on s'acharne. Alors s'acharne parce que il y a pas que l'heure qui savent pas lire. Ils savent pas non plus courir plus de 5 minutes. Ah non, mais alors là, c'est dingue quoi. Plus de 5 minutes. Alors là, le test a été fait sur 267 000. Pas 27, 267 000 adolescents, et il s'avère que 34% seulement arrivent à tenir le round sur un 100 mètres, 200 mètres. Alors ça se répartit dans les milieux les moins favorisés, c'est 25% arrivent seulement à écrire, et dans les milieux un peu plus favorisés, c'est 43%. Enfin voilà, donc nos chères têtes blondes, à un moment donné, elles paniquent, elles sont essoufflées, elles n'arrivent pas à marcher, 5 minutes, 10 minutes, 9 km/h, vous voyez, un petit footing. Mais en même temps, ça va avec leur façon de vivre actuelle, feuille dans le canapé, le téléphone. J'en viens à des secteurs qui m'est cher. Je pense aussi que le contenu de leur assiette, leurs mœurs alimentaires participent, peut-être, on sait que l'obésité est en train de grimper, mais je vois aussi dans des familles, et j'en côtoie, j'en rencontre, où on est vautré toute la journée
sur le canapé, soit devant la télé, soit devant l'ordinateur, soit son téléphone, donc devant un écran, et qu'on est dans une forme d'atrophie physique, et qui dit atrophie physique dit atrophie mentale, donc pas seulement la fabrique du crétin, la fabrique de l'impotent, la fabrique du paresseux, la fabrique de la souche, de la souche des berniques grivés sur leur... Alors voilà, est-ce que l'éducation nationale, les familles, les mamans, les papas, tout le monde... Il y a forcément une responsabilité. Voilà, les petits, on va faire un petit tour... Mais les réseaux sociaux... On va faire une petite promenade, on va lire des livres, on va regarder l'heure, on va... Attendez, quand je vois, on fait des parenthèses, mais quand je vois des parents qui au restaurant donnent à leur môme de 5 ans des tablettes pour faire passer le temps... Pour avoir la paix. Enfin, c'est dramatique, quoi. À un moment donné, il y avait un petit coloriage, vous savez, quand vous étiez petit. Voilà, non, mais là, on a une tablette, et puis alors, évidemment, en général, ils ont mangé avant, comme ça, on est débarrassé. Non, mais quelle tristesse. Non, mais ça, c'est un recul de la civilisation. En général, ça se finit peu ou prou dans la barbarie. Alors, il y a plusieurs formes de barbarie, mais si on n'arrive plus à lire l'heure et qu'on n'arrive pas à arriver... Quel avenir radieux. Alors là, pour arriver à l'heure, faut courir. Faut un petit peu, quand on est en retard. Mais si on sait pas lire l'heure, il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de courir puisqu'on sait pas lire l'heure. Allez, candidat suivant. La campagne, c'est chiant. Alors non, justement, je me suis trompé dans la fiche. Donc on va passer tout de suite au Parlement européen. Alors, si on en parlait hier avec Charles Millon. On a parlé avec Charles Millon, l'ancien président de la région Rhône-Alpes et ancien ministre de la Défense. La souveraineté des États en Europe qui contrôle tout, y compris en matière d'immigration. On a toujours dit, l'Europe, elle facilite, c'est la porte ouverte à des migrations un petit peu sauvages, non contrôlées. Eh bien, pas du tout. Ma chère Maud, le Parlement européen a voté une résolution dont vous allez nous donner l'explication. Absolument. Je vous écoute. Le Parlement européen a adopté définitivement hier 2 textes phares pour durcir la politique migratoire du continent grâce à une alliance de la droite et de l'extrême droite, comme on dit. Ben non, comme quoi on en parlait hier. L'union des droites existe, Perico, c'est formidable. Le premier texte ouvre la possibilité pour les États membres de renvoyer des demandeurs d'asile vers des pays tiers dont ils ne sont pas originaires dès lors que ces pays sont considérés comme sûrs par l'Union européenne. C'était pas gagné. Cette idée avait déjà été testée par la première ministre italienne Giorgia Meloni avec des centres en Albanie. Elle s'était jusqu'ici heurtée à des obstacles juridiques. Le second texte crée justement une liste commune de pays sûrs, c'est-à-dire des pays qui ne présentent de manière générale et durable aucune persécution au sens de la Convention de Genève. La liste comprend le Kosovo, le Bangladesh, la Colombie, l'Égypte, l'Inde, le Maroc et la Tunisie. Ce sera désormais aux migrants d'apporter la preuve qu'ils sont persécutés et les demandes d'asile pourront être directement examinées aux frontières, ce qui facilitera le refoulement en cas d'abus. Une victoire donc pour l'Union des droites, dont s'est félicitée la députée européenne Marion Maréchal. Une victoire aussi pour les nations qui pourront désormais mieux protéger leurs frontières, en tout cas avec moins de contraintes juridiques. Nous savions en France, et M. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, avait été confronté au problème, s'il n'y a pas de passeport consulaire, on ne peut pas renvoyer un ressortissant d'un pays si ce pays en question n'en veut pas. Et bien là, on va au stade, non seulement il n'y a plus de problème de passeport consulaire, mais on pourra envoyer un ressortissant étranger dans un pays qui n'est pas forcément le sien. Bon, pour l'instant, c'est un texte. On va voir. Enfin, le fait que le Parlement européen... Non, mais c'est déjà un énorme symbole. C'est énorme, et ça veut donc dire que les droites peuvent s'unir. L'Union des droites, justement, on en parlait avec Charles Millon et on en parlera encore. Donc, quand elle se met en place, elle fonctionne et ça aboutit à des résultats. À certaines échelles, ça marche. Et je crois que la légalité, les droits de l'homme, l'Europe est préservée. Et peut-être que c'est peut-être ça qui va nous permettre peut-être d'avoir des jours meilleurs si on prend ce genre de résolution avec le courage requis. Est-ce que vos couteaux sont trop usés et émoussés pour trancher une tomate? Vos couteaux ne coupent plus. Ils finissent par écraser et ruiner vos aliments. Il vous faut le Diamond Sharp. Il s'amuse, Julien. Un homme, c'est beaucoup moins drôle, mais un homme a été poignardé à Paris hier par le gérant d'un magasin Jiffy. Alors attendez, on va repositionner la situation. C'est dans le 16e arrondissement de Paris, c'est un quartier chic. Cette personne, ce contrevenant, s'attaque d'abord à une boulangerie. Passe-moi ta caisse, dit-il au patron. Et puis les employés arrivent, l'autre se défend et on fait fuir le voleur. Mais évidemment, lui, il est extrêmement déçu. Le voleur, il n'a pas pu partir avec la caisse du boulanger, donc il trouve un magasin Jiffy. Il rentre et il recommence. Donne-moi ta caisse. Bon, et là, il avait en plus comment ça s'appelle, un lacrymogène pour faire pleurer. Heureusement que le premier boulanger, il avait des lunettes, donc le gaz n'a pas eu effet. Donc, et le deuxième, il recommence. Et là, les employés se mettent à le bousculer, ils le font fuir. Il s'échappe du magasin et le patron, ivre de rage, alors il a trouvé un couteau il est dans les instruments à vendre. Il poursuit le voleur qui avait raté il poursuit le voleur et il le poignarde. Il le poignarde quand même à l'abdomen et au cou. Il le laisse par terre dans un état grave.
Évidemment, la loi est arrivée, c'est normal. C'est donc celui qui a été agressé qui est en prison. Mais bon, c'est vrai que c'était violent. Et puis le voleur est aujourd'hui en train de se récupérer. Pour vous dire que bien sûr, alors l'autodéfense c'est interdit, voilà, mais bon, à un moment donné, le CAF se rebiffe, le commerçant en avait marre et il a répondu un petit peu trop violemment. Mais enfin, c'est un des symptômes de notre époque. Du coup, tous les autres commerçants du quartier sont terrorisés, ils barricadent, enfin. Alors là, peut-être que effectivement, c'est un peu disproportionné parce qu'il avait une gazeuse et bon, visiblement, il n'allait pas faire de mal à une mouche. Mais il faut se souvenir aussi, je sais pas, vous avez vu la vidéo, je pense, il y a quelques mois, d'un restaurateur qui fait fuir un voleur. Il volait sur les tables des terrasses. Et la police interpelle le patron de restaurant en disant on ne fait pas justice soi-même. Donc, enfin bon, à un moment donné, on comprend aussi que les gens s'énervent. Non, mais non seulement ça, Maud, mais le nombre de commerçants qui ont été sauvagement agressés, et je sais de mémoire qu'il y a eu quelquefois même on parle des de morts. Bijoutiers, tout ça, bien sûr, qui se défendent avec des armes. Quand on se sent pas protégé et quand on a quelqu'un qui vient vous agresser, l'autodéfense, elle est normale, elle est légitime dans le cadre de la loi. Et là, ce commerçant est allé un petit peu trop loin. Donc du coup, évidemment, il a des comptes à rendre à la justice. Les contrôleurs de la RATP pourront maintenant directement vérifier votre identité. Alors, pas exactement. Les contrôleurs de la RATP et de 5 sociétés de transport, dont la SNCF, il y en a 6, je crois qu'il y a les réseaux de transport de la ville de Marseille, la ville de Toulouse. Les contrôleurs pourront vous demander votre lieu de résidence. Ils ne sont pas assermentés. Si le contrevenant dit, je sais pas, j'ai pas de papier, j'ai pas de ticket, il peut vous demander votre adresse, le contrôleur, et ensuite il le fait vérifier par un agent assermenté qui, lui, pourra vérifier l'authenticité de l'adresse. Alors, le relatif, c'est que quand l'agent assermenté vérifiera l'adresse, le contrôleur il sera déjà sorti du train ou du moyen de transport. Mais enfin, ce qui est inédit, c'est que les contrôleurs aujourd'hui, quand on leur dit j'ai pas de papier, et je le vois très souvent dans les trains ou dans le métro, quelque part on verbalise à une information qui peut être totalement fallacieuse. Rien de plus facile que de donner une adresse bidon ou une identité bidon. Là, cette fois-ci, le Parlement a autorisé donc ces administrations, ces compagnies de transport à vérifier de façon formelle l'identité et le lieu de résidence des contrevenants, de façon à ce que l'amende puisse arriver à destination et qu'elle soit payée, parce que la masse des amendes impayées, et voilà. Donc, quand je vois les gens qui fraudent dans le métro, je leur dis merci. Je dis merci parce que je vous dis merci à la moto parce que je paye votre ticket, parce que vous imaginez bien que votre fraude elle va être facturée. Donc ceux qui payent bêtement leur ticket de métro ou leur carte Navigo payent pour ceux qui fraudent, mais c'est comme ça aujourd'hui. Voilà. Bravo Jean Moulin. Pourquoi Jean Moulin? Mais lisez votre fiche enfin, Perico. Le mannequin de Jordan Bardella, ça vous parle? Au Pays Basque. Eh oui, vous avez... Oui. Vous avez tous en tête l'image du député LFI Thomas Porte qui pose avec un ballon de foot sous le pied sur lequel est collée la photo du visage de l'ancien ministre du Travail Olivier Dussopt, de même que vous vous souvenez sûrement du journaliste d'extrême gauche Taha Bouaf qui baladait la tête de Marine Le Pen au bout d'une pique lors d'une manifestation en 2016. Eh bien la gauche récidive et ça ne nous surprend pas. C'est Boulevard Voltaire qui en parle sous la plume d'Aliénor de Pompignan. Samedi dernier, la petite ville d'Asparren dans les Pyrénées-Atlantiques célébrait son carnaval annuel, l'occasion de défiler en famille ou entre amis, costumés, et de s'adonner au traditionnel jugement de Zan Panzar, ce personnage fictif issu de la culture basque, censé représenter toutes les problématiques liées à la commune. Une sorte de poupée géante, faite de tissus et de papier que l'on brûle sur la place publique dans un grand feu de joie. Mais cette année, les organisateurs du défilé, dont la municipalité, ont quelque peu enfreint les traditions, puisque la poupée en question n'était autre que Jordan Bardella, brûlé sous les rires et les hurrahs de la foule. Un spectacle consternant qui a notamment suscité la réaction de l'eurodéputé du Rassemblement national, Mathieu Vallet. Transformer un carnaval en tribunal de la haine, l'extrême gauche assume la violence comme mode d'expression politique. Qui en doutait encore? Ça me touche personnellement, Maud Koffler, parce que je suis basque, je connais très bien la commune d'Asparren, j'y ai des amis. Sampansar est une fête traditionnelle, qui est une effigie, j'allais dire, d'un pouvoir un petit peu abusif. C'est une insurrection, c'est une rébellion sociale, parce que c'est le carnaval. Et prendre l'effigie d'un élu de la République, surtout au Pays Basque, où nous sommes très respectueux. On est batailleurs, on aime les libertés, on a notre identité, on la défend, mais jamais on ne prend quelqu'un qui est un élu de la République, et voilà, pour en faire une effigie que l'on brûle. Ça, c'est des méthodes fascistes, c'est des méthodes dégueulasses, ça déshonore les gens qui l'ont fait, et le Pays Basque, qui a des vertus et des valeurs et un honneur que je défends ici, ne ressemble pas du tout. Donc ce sont ça des gens qui ont mal interprété, ça doit être certainement des gens qui ne savent pas lire l'heure ou qui ne savent pas courir, mais au Pays Basque,
parce qu'on a encore nos vertus et notre honneur, et je demande pardon au nom du Pays Basque à monsieur Jordan Bardella pour cette aberration. Bombe le torse, relève le menton, c'est qui le patron? Et moi. Philippe Etchebest, qui met de l'ordre partout où il passe, a livré un témoignage assez musclé dans l'émission podcast de Guillaume Play dimanche. On écoute. Là, il revient, le maître d'hôtel. Il y avait une chef de rang, Carole, qui était une fille adorable. C'est elle qui était à la table de ces trois mecs-là. Et elle arrive en pleurant. Et le matin, il me dit, c'est les trois gars, ils ont fait pleurer Carole. Bah, j'ai tout laissé tomber. Tout laissé tomber, là. Je suis parti en salle, je fais mes points sur la table, je fais, qu'est-ce qui se passe à ce stade? Il y a quelque chose qui va pas, là? Qu'est-ce qui se passe? Mec, c'est comme ça qu'on parle dans les vrais châteaux. J'ai dit, écoutez, je parle comme je veux, là. Je suis chez moi, et là, vous êtes en train de me foutre le bordel en service, et vous avez fait pleurer ma chef de rang, là. Et ça, je supporte pas. Alors, on va être très clair. Vous restez à table, vous fermez votre gueule, vous mangez, ou alors vous dégagez de suite. Vous imaginez pas ce que peut ressentir l'équipe à ce moment-là, quand ils sont soutenus par leur chef. Voilà, donc Philippe Etchebest, que vous connaissez bien, que je vois en cuisine. Formidable cuisinier. Je vais vous avec poser des une simple gros bras question. et un gros caractère. Maud Koffler, il paraît qu'il va y avoir un remaniement ministériel là qui se prépare. Ah bah Etchebest. Etchebest à l'intérieur. Ah bah oui. Allez Philippe, s'il vous plaît. vas-y. Et que le ministre se comporte comme tu t'es comporté dans ton restaurant. C'est ça la légalité. Allez, on sort pas de la cuisine, on va parler des producteurs de lentilles qui ont besoin des acheteurs français, des consommateurs français. On en parle tout de suite avec Yann Bertin. Restez bien avec nous et réagissez en direct 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. Les producteurs de lentilles ont besoin de vous. La culture de cette légumineuse qui accompagne traditionnellement votre petit salé n'a cessé de s'accroître en France au cours des 30 dernières années. 28 000 hectares de lentilles sont aujourd'hui cultivés contre 400 hectares en 97. Mais la consommation ne suit pas et certains producteurs se retrouvent avec des tonnes de lentilles sur le bras. On en parle sur les bras. On en parle avec le président de la coopérative Graines Équitables en Occitanie, Yann Bertin. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour Yann Donc, Bertin. Yann Bertin. Merci Yann Bertin d'être à l'antenne de Sud Radio. On va parler de la lentille. Pour moi, c'est un produit emblématique de notre patrimoine agricole. C'est d'abord un formidable aliment. On a quelques fleurons lentilles. Bon, la plus connue parce qu'elle a une appellation qui est la lentille du Puy, mais il y a aussi la lentille du Berry. Et en Occitanie, on a des lentilles absolument merveilleuses. Yann Bertin, on est confronté, comme dans bien d'autres produits agricoles, à une concurrence déloyale. C'est-à-dire qu'en France, on importe des lentilles provenant de pays où les lois sont pas respectées, où il n'y a pas de loi, je pense à celle du Canada. Donc concurrence déloyale qui fait que vous, quand vous arrivez avec vos lentilles, vous êtes forcément un petit peu plus cher, vous avez plus de contraintes, et c'est les lentilles étrangères qui emportent le marché. Et aujourd'hui, vous êtes vraiment menacé ou non ? Voilà, donc le constat est sans appel. Il n'y a pas que nous. Sur l'ensemble du territoire, les lentilles françaises bio ne trouvent pas preneur. Pourquoi ? Parce que les circuits de distribution avec les lentilles d'importation, c'est un peu comme la drogue, ça s'est infiltré partout. Ce sont des lentilles qui arrivent à un prix très bas. Comme vous l'avez bien cité, les lentilles du Berry ou du Puy protègent un peu la production française. Mais les lentilles bio qui devaient se développer se retrouvent en carafe et notre coopérative n'est pas un cas d'espèce. Mais les lentilles du Berry et les lentilles du Puy sont aussi confrontées en moindre mesure à votre problème, et vous avez en plus, non seulement c'est une lentille de terroir, c'est une lentille qui est cultivée avec passion et amour, en plus elle est respectueuse de l'environnement puisqu'elle est bio, donc vous avez toutes les pénalités, vous n'êtes pas protégé sur le marché français, et notamment les collectivités territoriales, les restaurations collectives, que ce soit dans les écoles ou autres, eh bien, c'est là où je comprends pas. C'est important de donner un aliment sain aux personnes âgées ou aux enfants. Eh bien, on préfère utiliser et cuisiner des lentilles aux origines douteuses ou qui ne respectent pas nos valeurs et nos normes, plutôt que de choisir une lentille française. Comment vous expliquez que ces collectivités territoriales puissent contourner cette règle morale et s'adresser aux moins 10 ans ? Qui interdit de nommer la provenance. Donc, par rapport à ces critères, les appels d'offres ne mentionnant pas la provenance, vous pouvez avoir une lentille bio du Canada qui peut passer inaperçue. Mais ce n'est qu'une question de volonté politique. Si les appels d'offres sont calés en marquant le coût carbone ou en marquant sans passer par l'origine, simplement la proximité, avec des critères de proximité, nos lentilles auraient au moins une chance de passer à travers les mailles du filet, où majoritairement ce sont des lentilles dites bio. Pourquoi dites bio ? Parce que
Au Canada, les lentilles dites bio sont quand même traitées au glyphosate, donc il faudra m'expliquer pourquoi on a des lentilles bio avec du glyphosate, avec des traces de glyphosate. Et donc, en l'absence d'appels d'offres qui permettent de protéger la production française, c'est une concurrence déloyale qui nous empêche de rentrer dans ces collectivités. Je rappelle que l'Union européenne n'autorise pas la traçabilité sur les produits importés. Le consommateur n'a pas à savoir d'où ça vient et comment c'est fait. C'était le fameux scandale des lasagnes. On croyait qu'il y avait du bœuf, c'était de la viande cheval qui venait de Roumanie. La France, Stéphane Foll, ministre de l'Agriculture, avait obtenu une dérogation du commissaire européen sur le fait qu'en France, on pouvait faire par subsidiarité indiquer la traçabilité. D'autres ont décidé que c'était autrement et ont fait des groupes agroalimentaires ont fait une démarche. Cette dérogation a été donc suspendue et annulée. Donc aujourd'hui, le consommateur français ne sait pas d'où provient et comment c'est composé. Vous vous battez, vous, sur ce terrain-là, avec vos élus. Vous avez des parlementaires qui sont en Occitanie. Vous avez une présidente de région qui est très efficace. Est-ce qu'il y a moyen quand même d'obtenir que le consommateur ou la collectivité, que ce soit une école, une cantine scolaire de lycée ou un hôpital, puissent avoir l'information qui leur permette de choisir en conscience quel type de lentilles ils ont envie de donner aux gens à qui ils la servent? Alors, la région Occitanie a lancé le pacte de souveraineté alimentaire et donc un appel quelque part on va dire à candidature ou du moins à soumettre nos volontés et nos désirata. Maintenant, nous, ce qu'on attend, ce sont des actes de souveraineté alimentaire. Un pacte, c'est très bien, à condition qu'il soit suivi d'actes. Donc nous, on est producteurs depuis plus de 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on espère que nos productions vont décoller dans les collectivités. Et ça fait 10 ans qu'on attend. Où sont les champs de lentilles? Où sont les champs de lentilles en Occitanie? Dans quel département? En Occitanie, vous avez une majorité des champs de lentilles qui sont autour de Castelnaudary, qui n'est pas que le pays du cassoulet, qui lui aussi, malheureusement, a les haricots qui ont disparu du paysage. Tout à fait. Et qui sont majoritairement importés. Tout à fait. On a aussi des lentilles chez les Catalans à côté de Perpignan. On a une chance, c'est que les Catalans, ils sont chauvins, mais grâce à ça, comme les Basques, ils consomment local. C'est un très gros atout pour nous. Bien sûr. Et on en est très fiers de travailler avec eux. On a aussi des lentilles dans le paysage viticole, sur des terres un peu plus riches, bord de rivière. C'est une production qui est délicate, qui est complexe, mais que l'on arrive à maîtriser. Mais malheureusement, à la sortie, on nous dit qu'il n'y a pas assez de production. Mais forcément, s'il n'y a pas la vente, il n'y aura plus de production. C'est une lentille verte, blonde, brune, où il y a toutes les variétés? Alors, lentilles vertes, Anicia majoritairement. Oui. Le marché des lentilles corail est un marché très majoritaire en importation, mais on a la chance d'avoir des variétés rustiques adaptées au changement climatique, où on arrive à faire une lentille corail locale, 100% locale, qui est super en restauration. Et j'invite tous les étoilés ou les chefs qui veulent la tester à l'essayer, ainsi que d'autres produits, d'autres légumineuses résistantes à la sécheresse, qui seront l'alimentation de demain sur les zones à changement climatique, dans les zones viticoles. Voilà, on n'a pas que la lentille, mais majoritairement, c'est la lentille Anicia. C'est celle qui est partout dans les rayons. Et malheureusement, dans les rayons, bah oui, le consommateur est trompé. Vous prenez le sachet, il y a marqué bleu, blanc, rouge. Il y a marqué légumes de France. Et dessous, il y a marqué Origine Canada, en tout petit. Est-ce que pour autant, vous avez, vous, lentilles d'Occitanie, des marchés publics, de la restauration collective qui fait appel à vos produits? Très peu pour l'instant. Le tir de barrage des appels d'offres, on a du mal à y passer, très peu pour l'instant. C'est décevant pour l'instant. Alors que c'est une lentille très saine. Rappelons les vertus alimentaires de la lentille, qui donne. Enfin bon, je vais pas les énumérer ici, mais enfin c'est un produit sain. Il devrait presque être remboursé par la sécurité sociale tellement il fait de bien l'organisme. En tout cas, vous êtes victime d'une injustice. C'est un dossier qu'il va falloir porter. Je sais que Carole Delga est très soucieuse de cet enjeu. Je sais qu'il y a des parlementaires qui sont également vent debout, et comme je disais en début d'intervention, c'est pas que la lentille qui est frappée par cette concurrence déloyale, c'est toute l'agriculture, c'est l'ouverture par l'acte unique du marché européen, et le Mercosur en est un témoignage. Donc là, vous avez décidé quand même de marquer le coup. Vous avez une action, vous avez une démarche, vous avez une initiative particulière? Alors déjà, dans le cas des manifestations, tous les agriculteurs syndicats confondus ont manifesté. On est allé dans les grandes surfaces, on est allé retirer des rayons les produits d'importation. On a fait ce constat accablant
où le consommateur qui voudrait acheter français est trompé. On a même dit au CRS qui était posté à chaque caisse, si demain on vous mettait un drapeau étranger sur l'épaule, je ne pense pas que vous le prendriez très bien. Il y a eu un rapport très cordial avec les services d'ordre, mais le constat a été sans appel. Les caddies ont été complètement remplis de tout un tas de produits à l'étranger qu'on est capable de faire en France et qui ne sont absolument pas défendus. Dans un contexte géopolitique délicat, il faut quand même pas oublier que sur un produit de base comme la lentille, si demain les bateaux jouaient à toucher couler avec un contexte géopolitique compliqué, je ne sais pas ce qu'on aurait comme production sur le territoire national si on détruit ces productions maintenant. Et bien sûr. En tout cas, Yann Bertin, sachez qu'on vous accompagne. Sud Radio sera présente sur le salon de l'agriculture, sur le stand, La France dans tous ses états. Nous serons sur le salon, sur le stand Occitanie. J'espère vous rencontrer là-bas et on parlera bien entendu de tous les enjeux agricoles et du combat des agricultrices, des agriculteurs, de nos défenseurs du terroir, de notre patrimoine. On en discutera à ce moment-là sur le stand Occitanie. Merci Yann Bertin d'avoir été avec nous. Et là, je vous invite à rester à l'antenne parce que je vais recevoir Nicolas Bouzou, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle L'Éternel Sursaut. Nicolas Bouzou part du principe que la France a souvent été confrontée à des tragédies, mais qu'il y a en elle une énergie dans le peuple français, dans l'histoire de France. On a la preuve qu'on peut s'en sortir. Il a une lecture très particulière. Il pense qu'il faut être libéral pour s'en sortir et que lorsqu'on porte atteinte au libéralisme, on s'affaiblit. Une histoire confiante de la France, on va en discuter avec lui. Vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso prendra votre appel. Nicolas Légas reçoit l'immense, l'irremplaçable Nicolas Bouzou, que l'on voit souvent sur les plateaux de télévision. Nicolas Bouzou, c'est un observateur de l'économie, bien entendu. C'est quelqu'un qui prend des positions souvent courageuses, soutient des controverses. Et là, Nicolas Bouzou a décidé, merci d'être là Nicolas Bouzou, parce que je ne reçois depuis quelque temps que des gens qui nous annoncent le cauchemar, la catastrophe, que c'est irréversible, que c'est foutu, et vous nous dites pas du tout, c'est pas foutu, loin s'en faut. Il y a une possibilité de sursaut, vous l'appelez l'éternel sursaut, une histoire confiante de la France, aux éditions XO, et vous reprenez depuis le début. Alors, je vais vous dire, c'est déjà un document historique passionnant parce que vous abordez des époques, vous apportez des situations, vous touchez à des personnages qu'on ne connaissait pas. Moi, j'ai pris un cours d'histoire, je suis persuadé que vous-même vous avez appris beaucoup de choses en l'écrivant, et vous expliquez que si on suit bien ce qui s'est passé dans l'histoire de France sur un prisme de la liberté, de conscience et d'échange, on pourra s'en sortir. Est-ce que vraiment, vous en rajoutez pas un petit peu ? Vous êtes vraiment sûr que l'éternel sursaut, aujourd'hui, dans l'état où est la France, est envisageable? Ah oui, j'en suis absolument convaincu. Et justement, ce que j'ai voulu faire, c'est une analyse historique qui montre que la France n'est pas un pays comme les autres et que c'est un pays qui est plus conflictuel, ce qui explique sans doute d'ailleurs qu'il descende plus bas que les autres. Et là, évidemment, les exemples historiques sont extrêmement nombreux, mais c'est aussi un pays qui a une capacité de rebond qui est supérieure aux autres, parce que cette énergie, quand elle est canalisée vers le meilleur, elle donne des résultats qui sont absolument exceptionnels. Et d'ailleurs, cher Perico, je commence même avant la France, d'une certaine façon, oui, puisque je commence avec la Gaule. Oui. Et déjà dans l'esprit gaulois, vous aviez cette idée d'une énergie alors pardon pour les anachronismes, hein, mais vous serez indulgent, mais une espèce d'énergie entrepreneuriale avec un peuple qui était innovateur, qui exportait beaucoup dans le domaine des armes, dans le domaine des véhicules, c'est encore un anachronisme, c'était des chars. Dans le domaine de l'agroalimentaire, sujet dont vous êtes un éminent spécialiste, on était déjà excellent. Et c'est quelque chose qui s'est perpétué tout au long de notre histoire. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est que quand les Français sont libres, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, et c'est quelque chose que vous savez, l'étymologie de franc, on sait aujourd'hui que ça a à voir avec l'idée de la liberté. Mais ça veut dire donc en fait, c'est dans notre nom, c'est dans le nom de notre peuple. Nicolas Bouzou, franc vient de franc, qui veut dire libre en allemand. Le paradoxe, c'est que ce pays porte un nom allemand pour le définir en tant que nation. Oui, franc. mais ça, c'est la France. Et ensuite, on a utilisé le mot franc pour franchise, pour franc, franc-tireur. Voilà, ça veut dire on libre. Et les francs-saliens étaient des Germains, une tribu germanique, avec Clovis pour roi, qui étaient considérés par les autres comme ils se soumettaient pas. Ils étaient restés des Gaulois réfractaires. Je veux juste vous dire que mon maître et père spirituel Jean-François Kahn, dans un de ses ouvrages, Tout change parce que rien ne change, établissait que dans la sociologie actuelle de la France, il était resté
au nom de cette créolisation dont parle Mélenchon, qui est une réalité. C'est des Celtes, et vous le expliquez très bien, des Celtes, plus des Latins, plus des Germains, et c'est ce melting pot qui a fait l'identité française aujourd'hui, et que le côté gaulois est resté un peu dans notre façon de résister, de rouspéter, de pas être content. Ça nous a valu de la part du président de la République française le terme de gaulois réfractaire. Eh ben on le revendique, et vous confirmez que c'est vrai. Alors on peut faire des bêtises, mais on peut aussi faire des grandes choses avec cet esprit gaulois. C'est ce qu'on fait, mais pour rester un instant, je pense que l'image qu'on se fait de nous-mêmes a été faussée par Astérix, en fait, qui alors c'est génial, bien évidemment, mais enfin, on est présenté quand même comme un c'est une caricature. C'est très caricatural. Génial, mais, une caricature géniale. Mais enfin, c'est pas exactement ça. Si vous voulez, le village gaulois qui se renferme sur lui-même, la Gaule, c'était pas ça, surtout à partir du moment, vous l'avez cité, où nous avons l'élément romain, le droit romain. Alors, je fais partie de ceux, je suis un wokiste à l'envers, je fais partie de ceux qui considèrent que la colonisation romaine est l'une des choses les plus extraordinaires qui sont arrivées à ce qui allait devenir la France, parce que l'énergie gauloise et le droit romain, je pense, vous voyez ce que je veux dire, que ça crée un précipité qui est absolument extraordinaire, et on est encore les dépositaires de ça. Et d'ailleurs, on le voit bien, vous qui êtes passionné aussi de géographie et qui voyagez beaucoup en France, cet élément romain dans toute la partie du sud, on le sent encore, on le voit encore. Je me permets de vous dire, Nicolas Bouzou, que j'ai rencontré une fois le président de la République, il ne l'était plus, François Hollande, qui voulait savoir pourquoi nous avions été un peu critiques à son endroit. Il me dit, qu'est-ce que vous me reprochez de plus? Je lui dis, votre découpage régional, pour faire plaisir à des caciques du Parti Socialiste, Ségolène Royal, Jean-Marc Ayrault, parce que la région centre avec l'Aquitaine. Et j'ai dit, vous avez, j'ai pas utilisé le terme violet, vous avez massacré le découpage des pagus que l'empereur Auguste, c'était les Romains qui avaient étudié, c'était des géographes hors pair. Ils avaient compris que la Gaule était un petit peu bordélique. Ils avaient découpé les territoires en fonction des réalités, des paramètres géologiques, climatiques, culturels. Le découpage de la France par les Romains, fallait pas y toucher. Ce sont nos anciens évêchés qui sont devenus des départements, et les grandes régions historiques. Il fallait regrouper en 13 régions. Mais la façon dont ça a été fait pour plaire à des caciques par socialistes, c'est un viol de cet ordre romain qui avait été laissé. Et c'est ça qui a fait une des grandeurs de la France. Napoléon III l'ont dit, ce découpage territorial est essentiel. Et le néolibéralisme est venu le bouleverser, parce qu'on a fait passer l'économie avant la politique. L'économie est essentielle, Nicolas Bouzou. Elle ne doit pas avoir le pas sur la politique. Mais je dis pas le contraire. Je pense, d'ailleurs, moi je réfute le terme néolibéral. Ça a souvent été un débat entre nous. Moi je réfute le terme de néolibéralisme, en tout cas en ce qui me concerne, parce que vous avez raison, le néolibéralisme, c'est une espèce de perversion de l'idée libérale. C'est-à-dire que c'est l'idée selon laquelle l'économie et la finance surplombent l'idée d'une civilisation. Mais moi, l'idée que je me fais du libéralisme, qui est celle du libéralisme classique à la française, qui part de Tocqueville très schématiquement, mais Tocqueville étant lui-même l'héritier des Lumières, en réalité, c'est une idée qui est une idée civilisationnelle. C'est-à-dire que c'est d'abord le droit, c'est ensuite l'idée de l'autonomie de l'individu et donc de la responsabilité. Je suis responsable de mes actes, je suis responsable de ce que je vous dis, mon cher Perico, et l'inverse est vrai. Et c'est aussi l'idée de la liberté économique, mais qui est une idée parmi trois autres. Et c'est ça le libéralisme. Et ma conviction profonde, c'est que la France est faite pour ce libéralisme, en réalité, et que la France n'est jamais aussi grande que lorsqu'on libère les Français. Et je voudrais, et peut-être pourrons-nous nous entendre là-dessus, je sais qu'on s'entendra pas surtout, mais peut-être pourrons-nous nous entendre sur le fait que si on libère les Français de la prison bureaucratique, réglementaire dans lesquelles ils sont enfermés, notre pays donnera le meilleur de lui-même et étonnera le monde. Alors, nous sommes totalement d'accord sur cette analyse. Les conclusions peuvent diverger. En fait, merci de me reconnaître. Vous me dites, je ne crois pas au néolibéralisme. Il est votre pire ennemi, il n'est pas le mien. Moi, je sais qu'il est... Oui, le libéralisme est une idée française. Vous dites, Adam Smith et Hume n'ont pas été... Eux, ils ont conçu le libéralisme à l'anglo-saxonne. Le libéralisme français, il a des valeurs... Alors, on va y revenir dans le... Il a des valeurs chrétiennes, il a des valeurs profondément... Mais même les Gaulois, quelque part, ils ont cette liberté d'entreprendre ce commerce par l'influence des Grecs. Vous dites bien le premier comptoir économique de la Gaule. Marseille, c'est fantastique. C'est le début de la France, Marseille. Voilà, les Grecs influencent les druides et on a ce
sens de l'échange et quelque part de la libre entreprise. On ne sait pas ces termes-là à l'époque. Et on va les garder. Vous dites le pouvoir absolu, par contre, le pouvoir capétien est un pouvoir jacobin avant l'heure. Des normes, des règles, des taxes, les octrois. On ne peut pas transporter un produit d'une province à l'autre sans payer. Donc ça entrave le libre-échange et le commerce. Et la révolution qui vient avec abolir la monarchie, on se dit c'est l'ordre républicain. Oui, mais en même temps, avec la Déclaration des droits de l'homme, avec Mirabeau, avec Lafayette, avec l'abbé Grégoire, hormis la terreur, hélas, qui est un accident de parcours, elle instaure, elle aussi, une forme de libéralisme politique citoyen que Tocqueville confirmera, surtout dans son voyage aux États-Unis. Et vous dites, c'est celui-là qui aujourd'hui est malade. Il n'a pas été perpétué dans son esprit d'initiative. Absolument. Alors, je prolonge le fil de votre pensée. Je pense que ce libéralisme révolutionnaire, il a été repris plus que ça n'est couramment expliqué par Napoléon en réalité. Parce que le Code civil, c'est quand même la plus grande opération de simplification normative que la France ait jamais connue. C'est fantastique. Et même l'État napoléonien, au fond, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de construire un État, en fait, assez ramassé, frugal, très concentré sur ses missions essentielles, très efficace, et qui se projette dans l'avenir. Je pense qu'on gagnerait à revenir à cet état d'esprit napoléonien, qui n'était pas du tout évidemment opposé à l'héritage révolutionnaire, sauf que vous avez tout à fait raison de rappeler qu'il y avait les idéaux révolutionnaires. Moi, il est clair qu'en 1789, j'aurais été des côtés... Avec un début de collectivisme un petit peu léger. Ça arrive, oui. Mais c'est la terreur, en fait, qui crée le désordre et les guerres, en réalité. Et Napoléon, d'ailleurs, Tocqueville rend hommage à Napoléon en disant, quand on traite Napoléon, déjà à l'époque de Tocqueville, c'est pire aujourd'hui, mais quand on le traite de dictateur ou de la pire des choses, on a du mal à remettre les choses dans le contexte, en réalité, parce qu'il fallait bien trouver un équilibre en France qui soit un équilibre qui tourne le dos à la monarchie, mais qui tourne aussi le dos au désordre et puis de la terreur et à l'incompétence du directoire. Absolument. Je reçois Nicolas Bouzou dans La France, tous ses états, pour son ouvrage L'Éternel sursaut. Nicolas Bouzou nous explique que rien n'est perdu, au contraire, et que si on lit bien l'histoire de France, si on va dans les arcanes du passé, on va trouver les messages et les codes qui nous permettent d'espérer. Il suffit juste d'être attentif que le tempérament français, ce mélange de gaulois, de latin et de germain, a peut-être en lui les solutions qui vont permettre de nous sortir du marasme dans lequel la classe politique nous a enfoncés depuis un certain nombre d'années. Alors c'est le débat entre nous, on va y revenir, j'ai des divergences avec vous, vous nous appelez au 0826 300 300, Emmanuel Galassou va prendre votre appel et Nicolas Bouzou se fera un plaisir de vous répondre, même si votre question, je dis pas un peu insolente, elle est contradictoire, il adore débattre, c'est un débatteur né et il vous répondra avec pertinence à vos interrogations et à vos questions. À tout de suite. 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Je reçois Nicolas Bouzou, auteur de L'Éternel sursaut. Il vient avec un message d'espoir, c'est hallucinant. Et en général, quand il nous parle économie, c'est pas toujours rassurant, Nicolas Bouzou. Là, il nous dit on peut s'en sortir si on lit l'histoire de France. Il l'a fait, ça se voit qu'il a bossé. Et vous avez mis du temps sur ce bouquin. Et là, vous nous dites, écoutez, si on décrypte bien les messages de l'histoire de France à tous les échelons, il y a toujours eu cet enjeu, il y a toujours eu ce clivage. Si on retient les codes, on peut pouvoir s'en sortir à condition, évidemment, qu'on l'applique et qu'on ait le personnel compétent. On était en train on avait commencé déjà à diverger. On est d'accord sur la conclusion, l'Éternel sursaut, il peut exister. Qu'est-ce que le libéralisme ? Alors, vous dites bien, chaque fois que la France a été, peu ou prou, consciemment ou inconsciemment, dans une démarche libérale, c'est-à-dire la liberté d'entreprendre, et elle remonte presque aux Gaulois, et Charlemagne en est aussi, et les Capétiens, ça va. Dès qu'on collectivise, dès qu'on étatise, dès qu'on a de la bureaucratie, mais on est bien d'accord, ça marche pas. Je vais vous dire, mon cher Nicolas Bouzou, cet étatisme, cette bureaucratie, elle a souvent été engendrée par des intérêts financiers, par des enjeux, et aujourd'hui, de quoi est-on victime ? D'un antilibéralisme. On parle d'illibéralisme quand on parle de la Hongrie ou du Brésil. L'antilibéralisme, les GAFAM, c'est pas du libéralisme. Les 5 centrales d'achat en France qui centralisent 90% du marché de la consommation, je suis désolé, c'est du GOUM reconstitué sur une base privatisée. Donc, moi je dis, si on a un vrai libéralisme, vraiment tocquevillien, on peut s'en sortir. Je vous rappelle, et c'est là où je vous interpelle, on est d'accord que l'Éternel sursaut, oui, à condition que la France redevienne une nation, un État, une république, et que le peuple français soit souverain. Je ne parle pas de souverainisme chauviniste. Que le peuple français soit souverain dans une Europe souveraine qui décide elle-même de son destin entre les 27 de façon libre, consentie, loyale et non faussée.
On en est loin, cher Nicolas. Oui, mais en réalité, là encore, on est d'accord en réalité sur le sujet. Moi, je pense que l'Union européenne, pendant très longtemps, elle avait abandonné l'idée de souveraineté, ce qui a eu des conséquences économiques, pour le coup, majeures. Vous évoquiez les GAFA. Aujourd'hui, quand vous regardez la part des logiciels, tout simplement informatiques, et des services informatiques qui sont achetés par les entreprises françaises, 80% sont américains. Donc c'est une dépendance à l'égard des États-Unis qui est absolument extraordinaire. Mais je crois que, justement, si on n'a pas été capable d'être à la hauteur de ce qu'ont fait les Américains sur ces secteurs de très haute technologie, le numérique, l'intelligence artificielle, la robotique, c'est justement parce que on n'est pas allé au bout de la logique de la liberté économique et que l'Union européenne, pendant très longtemps, s'est vue comme un marché à réglementer pour protéger le consommateur. Ce qu'on paye aujourd'hui en matière d'intelligence artificielle, c'est ça en fait. C'est le fait qu'on n'a jamais considéré que l'Europe était un continent qui devait laisser émerger de très grandes entreprises de ces secteurs. Et donc aujourd'hui, on est dépendant d'une poignée d'entreprises américaines. Donc je suis assez d'accord avec vous. Là où j'aurais peut-être je ne veux pas interpréter votre pensée, cher Perico, mais je pense que le problème aujourd'hui est plus en France qu'à Bruxelles. Ce que je veux dire par là, c'est que, tiens, un secteur que vous connaissez par cœur, l'agriculture. Oui. Quand on parle aux agriculteurs, les normes et la jungle normative dont ils souffrent, certes, elle vient éventuellement de Bruxelles, mais enfin, elle vient surtout de l'Assemblée nationale, qui se fait un plaisir de surtransposer avec passion absolument toutes les normes qui viennent de Bruxelles. J'en veux d'ailleurs pour preuve que la France, dans le domaine agricole, elle perd des parts de marché, non pas par rapport au Canada, mais par rapport à l'Allemagne, aux Pays-Bas, à l'Autriche, c'est-à-dire par rapport à des pays qui sont soumis aux mêmes normes bruxelloises. Il y a donc bien, vous voyez, un problème français, c'est pas simplement l'Europe. Et ça, Perico, c'est nous qui le décidons. Ces bêtises dans le domaine agricole, c'est les nôtres. Nicolas Bouzou, on va régler le problème en 2 minutes. Je vais vous poser une question très simple et je me fierai à votre réponse. Est-ce que, oui ou non, le Mercosur, tel qu'il est prévu maintenant, est un acte libéral? Là, vous voulez qu'on se fâche? Puisque ça, c'est un de nos grands débats en ce moment. Moi, si le Mercosur, tel qu'il est pensé par Madame Ursula von der Leyen, tel qu'il a été voté par le Parlement européen, quand il permet l'importation en Europe de produits dont la fabrication est interdite en Europe, donc est-ce que c'est libre, non faussé, est-ce que c'est loyal, est-ce que le Mercosur est un acte politique et économique libéral? Répondez-moi par oui ou par non. Avec, mon cher Perico, des quotas qui sont très bas. Et donc je dirais... Vous voyez, vous commencez déjà... Non, mais attendez, mais c'est un acte de régulation en réalité, le Mercosur. C'est un traité qui fait des milliers de pages. Et moi je pense que en réalité... Ma position est très minoritaire et très impopulaire, mais que l'agriculture française pourrait gagner au Mercosur. Parce que je suis absolument persuadé... Alors, ça vaut pour les appellations d'origine contrôlée, évidemment, les fromages, les vins, etc. Mais je suis persuadé que nos productions, aujourd'hui, elles peuvent gagner face aux productions d'Amérique latine. Mon cher Perico, nous avions ce même débat sur le Canada il y a 20 ou 25 ans. Sur le CETA. Qui a gagné? Alors non, le problème c'est que la régulation a été faite. Je veux dire, les mesures qui ont été prises quand on a eu cette inquiétude, les États ont fait en sorte qu'il n'y ait pas de dérive. Et le Mercosur s'appliquera avec les restrictions et les mesures de prudence consécutives à ce débat. Eh ben très bien. Voilà. Donc tout va bien. On n'est pas contre le libre-échange, on est contre une économie déloyale et faussée. Non, ça, je suis d'accord. Elle existe. Et elle a foutu notre agriculture en l'air. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas gardé la préférence communautaire au sein de l'Union européenne? Vous le dites dans votre bouquin. Oui. On travaillait ensemble. Pourquoi ouvrir des marchés à d'autres marchés qui ne respectent pas les règles, qui sont forcément moins chers par l'optimisation fiscale, le droit du travail qui n'existe pas et des salaires dérisoires? C'est pas ça le libéralisme. Moi je pense, Perico, que si on est fort chez nous, en réalité, on sera très fort, y compris vers des marchés qui n'appliquent pas les mêmes règles que nous, qui seront des marchés déloyaux. C'est pour ça que je dis qu'en réalité, le problème, c'est un problème qui est avant tout français. Allez, je vous donne un autre exemple. Beaucoup de gens se sont moqués de la ministre de l'Agriculture quand elle a expliqué qu'en France, c'était quasiment impossible d'étendre une ferme pour faire davantage d'œufs. Les œufs, c'est un produit qui est très demandé aujourd'hui. Oui. Mais elle a raison. Et ça, c'est notre problème à nous. Aujourd'hui, moi, les fermiers, vous les connaissez très bien, moi, les fermiers me le disent. Ils me disent aujourd'hui, quand on veut étendre une exploitation pour faire des œufs, et on parle pas d'exploitation de la taille de ce qui se fait en Ukraine, hein. Je veux dire, on est en France. Vous savez pourquoi, Nicolas Bouzou? Pas de panique. Parce qu'il y a une doctrine écologique, je suis d'accord, qui est certainement pavée de bonnes intentions, de préserver l'environnement. À un moment donné, c'est une entrave à l'activité agricole. Mais ça peut se réglementer et se régler. Voilà. Alors, là, on va être d'accord. Mais ça, c'est un problème qui est français.
Oui, pour le coup. Oui, enfin, ça aurait très bien pu être une norme européenne. Vous avez autant de normes européennes. Ah non, vous avez des normes européennes. Vous exagérez là. Non, vous avez des normes. Une norme. Nicolas Bouzou, vous savez bien que vous avez des normes européennes au niveau agricole qui sont pas françaises, imposées par l'Europe et qui sont contraires du bon sens et de la logique. Je reviens sur le contenu de votre bouquin, c'est passionnant parce que vous avez fait allusion à Napoléon. Je vous pose une question. 2 instants forts qui sont aujourd'hui présents dans les enjeux économiques de la République et de l'histoire de France, le bonapartisme et surtout le colbertisme. Est-ce que vous convenez que le colbertisme, qui est une intervention de l'État pertinente et courageuse dans le fonctionnement de l'économie, et le bonapartisme, qui est une forme de centralisation du pouvoir, sont quand même compatibles avec le libéralisme que vous défendez? Alors, le bonapartisme, oui. Je pense qu'on ne peut pas faire à Bonaparte le procès de ne pas avoir voulu décentraliser, parce que la période ne s'y prêtait pas en réalité, et parce que, comme l'a très bien montré Tocqueville, la Révolution avait accentué la centralisation de l'ancien régime. Donc Bonaparte ne pouvait pas faire ça. D'une certaine façon, quand même, en créant les préfectures, il a quand même déconcentré, il a organisé l'État dans les territoires. Donc il y avait quand même quelque chose, si vous voulez, qui était de cet ordre-là. Donc je me suis découvert, honnêtement, en faisant ce livre, un peu bonapartiste, en réalité, plus que je ne le pensais. Sur Colbert, je sais que c'est votre passion, le colbertisme. C'est pas ça, c'est lui qui fait les prémices d'une économie française forte et pertinente. Vous pensez aux manufactures royales. Vous pensez aux manufactures royales. Louis XIV dépense tout le pognon dans les guerres. Et du coup, la Révolution vient d'un ultralibéralisme de Louis XIV qui dit moi je fais ce que je veux, libre et non faussé, alors que Colbert dit attention, il y a des enjeux économiques. Voilà. Mais le colbertisme aujourd'hui, les grands comme l'État de Gaulle s'en référait, le colbertisme. Alors attendez, je vous parle de Gaulle dans quelques instants. Mais sur le colbertisme, je pense qu'il y a une idée qui est très forte dans le colbertisme et qui est une idée forte pour aujourd'hui, c'est cette idée de se projeter dans l'avenir en réalité. C'est-à-dire de se dire au fond où est-ce que les Français sont les meilleurs et quels sont les secteurs qu'on peut aider pour véritablement faire la différence. Je ne suis pas hostile à cette idée. Je suis libéral, mais je ne suis pas dogmatique. Donc je ne suis pas hostile à ça. Un peu de dirigisme cohérent, oui. Un peu, oui. Qui respecte les libertés. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, dans les secteurs dont je vous ai parlé, dans l'énergie, dans l'agriculture, dans l'intelligence artificielle, je ne suis pas hostile à ce qu'on fasse une sorte de colbertisme. Alors d'ailleurs, si on rentre un peu dans les détails quand même, de quoi s'agissait-il? Non, parce que vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, la France était, à l'époque de l'Ancien Régime, un pays incroyablement bureaucratique. Monarchie absolue. Exactement. Et vous aviez les corporations, les octrois, les taxes. Et les corporations, les corporations aussi, bien sûr. Et les corporations, voilà. Et le colbertisme, l'idée, c'était aussi, via les manufactures royales, non pas simplement de donner de l'argent à ces entreprises, mais de leur simplifier de la vie. C'est-à-dire qu'on faisait des espèces de chocs de simplification. Ces entreprises n'avaient plus à respecter, par exemple, toute la réglementation ou les normes liées aux corporations. Donc il y avait quand même cette idée aussi de simplification pour des secteurs ou pour des entreprises dont on pensait qu'elles allaient très bien réussir. Donc je ne suis pas hostile à cette idée. Sur le général de Gaulle, je pense qu'il était super libéral. Vous êtes bien sûr sur Sud Radio. Perico Légas reçoit Nicolas Bouzou. Vous avez vu, la conversation est passionnante. Le temps passe vite et je suis persuadé, auditrices et auditeurs de Sud Radio, que vous avez des questions à poser à Nicolas Bouzou qui dit qu'il y a un éternel sursaut. Si on repense, si on consulte l'histoire de France, si on se met tous d'accord pour un bon fonctionnement, si on se libère des clivages, du poids de l'État, de la bureaucratie, on peut peut-être s'en sortir. La marge est étroite, mais en tout cas, lui, il l'a vu. Vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso prend votre appel et Nicolas Bouzou va y répondre. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Je reçois Nicolas Bouzou, auteur de L'Éternel sursaut aux éditions XO, une histoire confiante de la France. Nicolas Bouzou, économiste pertinent et patenté, relie l'histoire de France pour nous expliquer que c'est pas foutu, qu'on va pouvoir s'en sortir. Attention, à condition que on soit vraiment libéraux et que ce soit un vrai libéralisme politique, culturel, social. Votre livre est une plaidoirie pour le bon libéralisme français. Tocquevillien, on peut diverger là-dessus. On est en train de parler de bonapartisme, colbertisme. Quelles sont les grandes époques de l'histoire de France où l'État s'est mis en place? Moi, je vous dis, libéralisme, ok, mais le libéralisme ne fonctionne dans votre rêve historique tel que vous l'avez lu que s'il y a un État-nation fort avec un gouvernement puissant. Vous vous souvenez de la formule vous étiez très jeune à l'époque, Nicolas, président de la République, François Mitterrand, gauche, il dit, ni tout argent, ni tout État. Est-ce qu'on peut trouver le juste milieu où on a
de la libre entreprise qui enrichit le pays, mais un petit État arbitre qui siffle la récréation quand le plus gros écrase trop vite le petit. Voilà, d'accord. Bon. On est entièrement d'accord. Et l'histoire de France, c'est souvent ça. Non, mais bien sûr, mais je vais même plus loin. Je trouve que l'invention de la sécurité sociale après la guerre, c'est une invention qui est absolument géniale, grandiose. Il faudrait améliorer un certain nombre de choses aujourd'hui, parce que malheureusement, elle connaît des problèmes financiers qui la mettent dans une situation critique, mais je suis évidemment pas du tout hostile à ça. Je trouve que la France a un chemin libéral, mais vous savez... Est-ce qu'il y a une gauche libérale? Alors, voilà. Est-ce qu'il y a une gauche libérale dans l'histoire? On voit, Jaurès est libéral ou non? Non, pas exactement, mais... Blum non plus? Non, Blum non. Mendes France un peu non. plus? Mendes France peut-être un peu plus, mais au 19e siècle, mon cher Perico, moi j'aurais siégé à gauche sans doute. Oui, les libéraux siégeaient à gauche. Tocqueville a un peu siégé à gauche. Frédéric Bastiat siégeait à gauche. Donc il est tout. Pourquoi? Donnez-moi un grand nom du libéralisme. Le louis-philippisme, l'orléanisme. Oui. Ce sont des libéraux avec deux personnages. Exactement. Decazes et surtout Guizot. Oui. Enrichissez-vous. Exactement. Oui. Alors là, pour le coup, Guizot, il est très connu pour cette formule. Je voudrais pas qu'on. Voilà, c'est ça. Je voudrais pas qu'on le résume à cette formule parce que c'était un très grand intellectuel. Il dit pas de voler, qui a écrit. Enrichissez-vous par l'initiative, par l'entreprise, par le courage. Absolument. Qui a écrit des mémoires qui sont absolument extraordinaires, qui sont tout à fait passionnantes, avec des fulgurances un petit peu à la Tocqueville. Donc ça aussi, ça fait partie de cas sous le Philippe, sous ça c'est extraordinaire. Voilà. Ça c'est absolument fantastique. Mais donc ça fait véritablement partie, si vous voulez, ce patrimoine qui est en plus, ce sont des gens qui écrivaient incroyablement bien. Mais même Thiers, alors c'est un peu plus compliqué évidemment parce qu'il a tiré sur les Français, donc je vais pas en faire la polémique sur des gens qui ne respectaient pas le suffrage. Oui. N'oublions pas que la Commune est une insurrection contre le suffrage universel. Absolument. On dénonce ce qu'a fait Victor Hugo. Il dénonce l'insurrection parce qu'elle est antidémocratique, mais il condamne la répression qui est atroce. Absolument. Mais Thiers était un très grand esprit aussi qui a écrit des textes absolument merveilleux. Donc pour répondre à votre question, j'aurais sans doute siégé à gauche au 19e siècle. Et d'ailleurs, les libéraux ont voté les grandes lois sociales. Les libéraux ont voté le droit de grève, les libéraux ont voté l'instruction obligatoire, les libéraux ont voté la constitution des syndicats. Vous avez un texte merveilleux de Frédéric Bastiat sur le droit de grève, oui, vous le citez, dans lequel en fait Bastiat dit mais si on est libéral, on est pour le droit de grève, puisque de quel nom, au nom de quoi peut-on s'opposer à ce que des salariés décident de ne pas travailler et de ne pas être payés pour faire valoir leurs droits? Et là, vous expliquez parfaitement. C'est fantastiquement libéral. On évolue de la corporation, d'un métier hermétique. Hein. Moi-même, on me dit encore, toi, t'es chroniqueur gastronomique, qu'est-ce que tu viens de mêler de politique? Et on s'en prend sur les réseaux sociaux. C'est monstrueux. Plus des allusions à mon embonpoint absolument insupportable. Mais on en rit. Et donc, la corporation, c'est une négation du libéralisme. Et vous dites, au contraire, le fait que des salariés se rassemblent dans un syndicat peut contribuer à un libéralisme économique équilibré. C'est absolument fantastique. C'est absolument normal que des salariés s'intéressent, défendent leurs droits et s'intéressent à la vie de leur entreprise et se constituent en syndicat. Donc les libéraux ont voté de la même façon que les libéraux ont voté pour l'instruction obligatoire, parce qu'ils avaient bien vu que pour qu'on ait une économie qui se développe et du progrès social, il fallait que tous les Français soient formés, correctement éduqués et formés. Alors, on va faire, comme c'est quand même un bouquin historique, là on parle beaucoup politique, économie par rapport à l'actualité. Je voudrais revenir sur le contenu précieux, richissime de votre ouvrage passionnant, à lire par tout le monde, à commencer par le président de la République, le Premier ministre, que les gouvernements, que nos parlementaires les lisent. Et aux enfants, ils vont apprendre des choses formidables. C'est très simplement expliqué. Il y a quelques passages un peu plus techniques, mais c'est un vrai cours d'histoire. Les grands libéraux de l'histoire de France. Alors, les souverains, bien sûr. Je remonte à Charlemagne. Vous expliquez, déjà, on a des prémices d'une certaine liberté d'entreprendre. Oui. Sans parler de libéralisme, puisqu'il n'existe pas. Je crois qu'il y a deux choses très intéressantes avec Charlemagne. Il y a en effet cette idée, au fond, là aussi pour commettre un anachronisme, de l'exportation, c'est-à-dire du fait que les marchandises françaises doivent circuler, il faut des entrepreneurs. Et l'Europe, vous êtes d'accord? Bien sûr. Saint-Empire romain germanique, c'est l'Europe. Évidemment. Et d'ailleurs, il a la nostalgie de Rome. Alors, il réussit pas à recréer Rome, parce que il n'a pas l'organisation pour le mythe jusqu'à Napoléon. Mais c'est le mythe. Voilà. Et notamment le mythe juridique. Il y a cette idée. Droit romain. Il y a cette idée du droit romain, et que Charlemagne essaie de faire revivre. Mais il a pas l'empire, en fait, véritablement. Il n'a pas l'organisation. Rome est libéral ou non? Rome est libéral. Ah oui. Libéral organisé. Les Grecs aussi. Exactement, bien sûr. Du commerce. C'est extraordinaire. C'est des marchands. Alors,
La Grèce, c'est l'idée, en effet, de l'exportation, de la production, de l'exportation et de la démocratie et du savoir. Donc vous avez les prémices des Lumières, bien évidemment. Et Rome, c'est l'élément du droit et l'individualisme. C'est-à-dire que, d'ailleurs, vous le voyez dans l'art romain, quand vous allez au Louvre voir les statues romaines, vous voyez qu'elles sont pas stylisées. Ce sont des visages, ce sont des gens qu'on voit. Donc vous avez cette idée extrêmement profonde qui est l'une des sources de notre civilisation. Berceau de civilisation, qui est l'individualisme et le droit. Et donc ça, c'est quelque chose qui est absolument fantastique. Une autre figure libérale, allez, Henri IV. Alors là aussi, certains historiens me tueraient parce que... Sully, Henri IV, vous dites que c'est vraiment le premier instant institutionnellement libéral. L'édit de Nantes est un acte libéral profond de tolérance, c'est politique et religieux, mais même le marché, la poule au pot tous les dimanches et pâturage et labourage sont les deux mamelles de la France, ce sont des concepts libéraux. Ce sont des slogans fantastiques, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie de l'offre, mais mon cher Péricot, Sully et Henri IV ont libéralisé la circulation de grains à l'intérieur du pays. Et ils ont permis... Ils suppriment les octrois. Ils ont permis de lutter contre des famines. Ils les régulent, ils les annulent pas, ils les régulent. Mais les marchandises ne circulaient pas à l'époque, hein. Et donc, mais en payant, voilà. Ouais, enfin, elle circulait très mal avec des coûts qui étaient... D'où les plats de terroir. Comme on pouvait pas exporter, en Auvergne, on gardait le chou, les pommes de terre, et puis voilà. Enfin, c'était pas très efficace pour lutter contre les famines, parce que du coup, les marchandises, les denrées circulaient mal. Donc, ce sont eux qui vont mettre fin à ça. Et Henri IV était passionné d'agriculture. Il se faisait lire Olivier de Serres, l'un des premiers grands traités sur l'agronomie. Et Henri IV était passionné de ça. Donc, vous avez la liberté économique, l'entreprise et le savoir. Trois éléments libéraux absolument fondamentaux. Et son ministre Sully, Maximilien de Béthune, qui lui est vraiment un concepteur du libre marché. Exactement, quelqu'un de très austère, mais très attaché aussi au fait que, ça on ferait bien d'y revenir, que les finances de l'État soient correctement ordonnées. Il y avait quelque chose de protestant. Un peu dans l'histoire, Richelieu et Mazarin, qui consolident l'État, qui sont quand même, malgré tout, ils sont conscients qu'il faut pouvoir s'enrichir. Et alors, à Colbert, vous allez m'opposer votre chouchou, qui est Turgot. Turgot, ministre de Louis XVI. Vous dites, si Louis XVI l'avait écouté, on aurait peut-être évité une révolution aussi tragique. Il y aurait une évolution. Mais Turgot avait mis le doigt sur ce que le Royaume de France devait vite prendre comme mesure fiscale, sociale, économique pour éviter la gabegie. Il y avait trois choses chez Turgot. Il a essayé de faire trois choses. Deux grandes réformes. Il a essayé de faire, en quelque sorte, la simplification fiscale. Il a essayé de refaire ce qu'avait fait un peu Henri IV et Sully, c'est-à-dire la libéralisation du commerce de grains. Ça, il l'a fait pour le coup, mais on est revenu dessus par la suite. Et puis surtout, il a essayé de faire la suppression des corporations. Cette idée absolument géniale. Audacieuse, très audacieuse. Pour le coup, révolutionnaire. Qui est révolutionnaire au sens propre, puisque très rapidement, les révolutionnaires vont mettre fin aux corporations et aux jurandes. Faut bien comprendre que il était quasiment impossible d'entreprendre dans la France de l'Ancien Régime, parce que toutes les règles étaient édictées par l'État ou par des corporations. On peut parler de féodalité économique. Exactement. Et donc, c'était le plus grand frein au progrès que l'on puisse imaginer, alors même que beaucoup de Français avaient énormément envie d'entreprendre, parce qu'il y avait des progrès technologiques dans l'agriculture, parce on avait les prémices de la révolution industrielle, donc on commençait à avoir des progrès dans l'artisanat, dans l'industrie, mais on pouvait pas en France. Donc la France était coincée. Donc Turgot a essayé de mettre fin à ça. Ça a créé des désordres. Les contre-pouvoirs se sont réveillés, et donc Louis XVI lui a très vite. Le pauvre Necker, il essaie de faire bouger les lignes un petit peu. C'était pas l'audace de Turgot. Et là, on arrive à la Révolution. On arrive à la Révolution. Ce texte fondateur, la Déclaration des droits de l'homme. Les hommes naissent libres et égaux en droit, et surtout l'institution de la propriété privée, dans la qui est un des fondements de la liberté dans la Constitution. Et ça, c'est très important aussi d'avoir ça en tête. Et donc, cette révolution, en tout cas la première partie, 1789-1790, c'est une vraie fête libérale. C'est-à-dire que là, pour le coup, en quelques mois, on va retirer tous les obstacles réglementaires et fiscaux qui entravaient la France. Et puis, vous avez malheureusement des engrenages politiques. Avec les Girondins qui proposent de décentraliser, de faire une France encore plus libérale, puisqu'elle n'aurait pas été centralisée sur le dogme parisien. Absolument, mais là je pense pour le coup que le poids de la centralisation était tellement important que les Girondins n'ont pas pu se sont heurtés là pour le coup à des résistances qui sont des libéraux qui étaient extrêmement fortes. Ah bah bien sûr, complètement. Alors
vous qui aimez l'histoire, il y a un livre fantastique de Lamartine sur l'histoire des Girondins, en fait, son livre sur la Révolution, un des plus grands documents merveilleusement écrit, c'est l'un des plus grands livres sur la Révolution. Tocqueville sur la Révolution et Lamartine sur la Révolution. Tout dans l'histoire de France, parce que s'ils avaient gagné, l'histoire de France eût été différente. Oui, absolument. Alors ça, c'est le tragique aussi de la politique, c'est que de très très grands personnages, Lamartine, quand il va se présenter à l'élection présidentielle, de mémoire, va faire 3 ou 4%. Donc voilà. Mais voyez, cette idée de la liberté, du libéralisme, elle est très présente au cours de notre histoire, mais c'est brutal. Louis XVIII, petite parenthèse avec Charles X qui fait des bêtises, Louis-Philippe je déteste ça. On pourrait avoir une conversation, c'est l'un des rois que je... Et alors, on arrive quand même... Pour vous, vous dites bien, c'est quand même le socle de la France économique riche, moderne, c'est Napoléon III, qui est quand même étatiste, il n'y a pas de problème, mais vous dites c'est quand même là que le libéralisme se développe de façon structurelle, idéologique, de façon prégnante, avec malgré tout des petites réserves que vous émettez. Oui, mais je pense que le libéralisme économique s'était quand même beaucoup épanoui tout au long du 19e siècle. C'est-à-dire que, j'évoquais tout à l'heure Bonaparte, mais Louis-Philippe, ça se consolide bien évidemment sous Napoléon III, mais les résultats de cette politique, on les voit à la fin du siècle, en réalité. Et là, vous avez, je trouve, un moment de l'histoire de France qui est très symptomatique de ce qu'est la France. C'est-à-dire que vous avez la guerre de 1870, que la France perd, bien évidemment, Sedan, la chute de l'Empire, la guerre civile avec la Commune. Les scandales parlementaires de la République, scandale de Panama par exemple. On est riche, on rembourse les frais de guerre rubis sur l'ongle. Oui, bien sûr. Et puis vous avez l'assassinat d'un président de la République qui s'appelait Sadi Carnot, exactement. L'affaire Dreyfus qui déchire complètement la France. Et Perico. Donc des troubles, comme aujourd'hui, période troublée, fracturée. Extraordinaire, une France incroyablement fracturée qui va se réunir à la fin du 19e siècle, et la France va inventer le cinéma, va inventer l'art nouveau, va être le pays des expositions universelles, va devenir, Perico, leader de l'industrie automobile pendant quelques années, jusqu'à la Ford T. Et va même Renault, Peugeot, Citroën. Vous avez plein de constructeurs automobiles. Et va même, d'une certaine façon, inventer l'aéronautique, même si l'industrie va se développer après la Première Guerre mondiale. Entreprise libérale grâce à un État fort, vous êtes d'accord ? Je dirais grâce à un État efficace. Bienveillant. Mais efficace et bienveillant. Je ne vous céderai pas. L'idée de l'État fort fait remonter en moi des souvenirs. Efficace et bienveillant, ça vous va ? Exactement, et puis stratège. Mais présent. Stratège. Ah bah voilà, merci. Projeté vers l'avenir. Ah bah on est d'accord. Voyez, on a fini par être d'accord. Regardez, on parlait de Louis-Philippe et de Napoléon III. En 2 secondes, l'histoire du chemin de fer, ça aussi c'est la France. La France, elle prend énormément de retard en matière de chemin de fer, et 20 ans après, ce sera le pays le mieux ferré de toute l'Europe. La France part en retard, arrive en avance. Et les vins qui circulent et qui peuvent, et on peut exporter les marchandises. Ça vous plaît, ça ? On est avec Nicolas Bouzou, vous avez vu le niveau d'échange et puis la passion qu'il y a dans ce studio sur la France, l'éternel sursaut. Peut-on sauver la France avec un libéralisme bien pensé, respectueux des individus et des institutions ? Vous restez avec nous, vous nous appelez au 0826 300 300. Je suis avec Nicolas Bouzou pour un dernier quart d'heure tout aussi passionné que les 3 précédents. À tout de suite. 14h. Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Nous sommes très très bien sur Sud Radio parce que je suis avec Nicolas Bouzou qui a écrit l'Éternel sursaut, qui nous explique que si on repense un petit peu la chose avec une économie saine, la libre entreprise, on pourra peut-être s'en sortir, mais à condition de prendre courageusement les mesures qu'il faut. Et aujourd'hui, on n'y est pas forcément. Nicolas Bouzou, on a passé rapidement en revue l'histoire de France, les épisodes libéraux, pas libéraux, le libre-échange. Vous nous avez démontré dans le bouquin, ensuite on peut ne pas être d'accord avec vous, que si on suit cette ligne, la France est grande et puissante, qu'elle n'a rien à craindre, elle gagne les guerres. Au contraire, quand elle bureaucratise trop, qu'elle collectivise trop, elle les perd. On va mettre les pieds dans l'actualité. Il y a fort à dire, Nicolas Bouzou. Là, en un mot, on continue le livre d'histoire. On fait un peu de politique fiction. Les prescriptions du docteur Bouzou, votre ordonnance que vous faites historique, aujourd'hui, elle passerait par
Repenser l'État, repenser la Constitution, repenser les institutions, tout ça est fatigué, périmé. Comment libéraliser, dans le bon sens du terme, l'économie française telle que vous la voyez aujourd'hui? En réalité, le paradoxe, je pense que l'effort à faire n'est pas si important que ça, en réalité, parce qu'on a une économie. Il y a une base économique qui est très forte, on a des entreprises partout, dans tous les secteurs. En fait, le moteur économique de la France est trop petit. Il existe, est-ce que le gaullisme mais il est trop petit. a posé les bonnes bases? Fantastique, mais bien sûr, mais moi je suis un gaulliste. Quand vous lisez les mémoires d'espoir du général de Gaulle, et notamment ce qu'il dit sur l'économie, c'est le 3e chapitre des mémoires d'espoir, c'est absolument passionnant, parce que le général de Gaulle dit d'abord... le général dit, moi on a toujours dit que l'économie m'intéressait pas, c'est faux, ça me passionnait, j'y consacrais comme président la moitié de mes journées et je recevais les plus grands scientifiques du pays, les plus grands innovateurs du pays, parce que je considérais que le destin de la France c'est d'être toujours en avance. Ce qui n'a pas toujours été le cas de tous les présidents. Non mais c'est passionnant quand même formidable. Et il l'a prouvé. De se dire ça, et il l'a prouvé. Et en fait Pompidou, qu'on présente souvent comme le plus moderne, le plus innovant, en réalité c'est inscrit dans la lignée du général de Gaulle. C'est un banquier, donc il connaît les enjeux économiques. Bien sûr, mais c'est de Gaulle qui avait... Concorde, le TGV, l'Airbus, tout ça, c'est fantastique. Le nucléaire, c'est absolument fantastique. Nicolas, nous avons Jean-Pierre qui nous appelle de Toulouse. Voilà, les auditeurs sont sacrés. Bien sûr. Jean-Pierre, vous suivez le débat depuis le début? Pas tout à fait, non. Bon, alors, mais est-ce que le sujet vous intéresse? Voilà, est-ce qu'il y a un sursaut possible, un sursaut en France, si on repense un peu le pays? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, énormément. Maintenant, à mon avis, pour que l'économie intérieure, l'économie commerciale et industrielle fonctionne bien, il faut que tout le monde se sente concerné en un seul mot, bien sûr. À savoir les gens extérieurs à l'entreprise, c'est-à-dire les investisseurs. Oui. Ensuite, les gens intérieurs à l'entreprise, c'est-à-dire les ouvriers. Et enfin, les collectivités, à savoir la commune, la région et l'État. Ce qui fait que tout le monde se sent le cul entre deux chaises et se verrait obligé de faire attention à ce que tout d'abord l'entreprise gagne bien sa vie pour que chacun d'eux gagne bien la leur. Voilà. D'accord. Nicolas Bouzou, ce que dit Jean-Pierre propose une prise de conscience. On roule ensemble. Il a tellement raison. On roule dans le même sens. Il a tellement raison. Jean-Pierre a évidemment raison de rappeler qu'on a besoin d'avoir des entreprises prospères qui gagnent leur vie correctement pour distribuer des salaires, pour investir, mais qu'on a aussi besoin d'avoir des projets communs. Et je parlais au début de notre entretien de cette énergie très particulière en France. Regardez ce qui s'est passé avec Notre-Dame. Notre-Dame, c'est l'exemple parfait. Notre-Dame, il y a eu du laisser-aller, il y a eu cet incendie, etc. C'est le mauvais côté de la France. Coup dur. Coup dur. Le Parlement vote une loi de simplification pour faire en sorte que tout ce qui nous empêche d'avancer, etc., là, ça s'applique pas. On va vite, on trouve de l'argent privé. Ce sont des privés qui ont financé la reconstruction de Notre-Dame. Et on a un projet commun, grandiose, on veut reconstruire Notre-Dame parce que tous les Français, ils sont incroyablement attachés. Même ceux qui pensaient pas à Notre-Dame tous les jours ont découvert que, il y avait quelque chose de viscéral. Et nous avons étonné le monde en refaisant Notre-Dame en 5 ans. Oui, c'est un symbole de solution. Mais on peut le faire. Complètement. J'espère qu'il va se passer la même chose avec le Louvre au passage, parce qu'on a un peu le même phénomène. Et donc, je pense que, en fait, la situation de la France, c'est pas si compliqué à résoudre. Il faut faire un peu ce que le général de Gaulle a fait en 58. Il faut remettre de l'ordre dans les finances publiques. Il a pu dévaluer. Alors, vous avez raison. Je vous donne le point. Non, mais son économiste il dit, voilà. Là, vous avez raison. On peut pas. Bon. Mais, il a fait venir Pinay pour remettre de l'ordre dans les finances publiques. Grosso modo, c'est ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, diminuer les dépenses courantes de l'État, peut-être. Donc il crée une monnaie. Il incarne une forme de confiance, Pinay. Et le général de Gaulle fait appel à Jacques Rueff, grand libéral devant l'Éternel, pour lui demander un rapport sur ce qu'il faut faire pour libérer les Français, libérer la croissance, libérer l'imagination économique des Français. Rueff lui remet un rapport assez ramassé, une 40aine de pages. De Gaulle trouve ça formidable. Il dit au gouvernement, appliquez tout. La France, dont les parlementaires avaient filé la République à Pétain, va connaître la deuxième partie des 30 Glorieuses est la plus brillante de tout l'Occident. Alors, le plan Marshall a un petit peu aidé les 30 Glorieuses, vous êtes d'accord? Ouais, voilà, avant 58, mais ça n'a pas empêché le FMI d'être à l'OPAN en 58. Il reste 3 minutes et demie. On va aller carrément sur le vif du sujet. Quelle Europe, quel euro? Vous êtes européen, vous êtes européiste.
Quelle Europe? Est-ce que celle-là, vous reconnaissez qu'il y a des petites failles? Oui, absolument, absolument. Je considère que l'Europe a été une machine à produire de la norme et de la bureaucratie ces dernières années, et que c'est à ça qu'il faut mettre fin. Mais je pense que c'est parfaitement possible dans le cadre européen. Nos amis britanniques sont sortis de l'Union européenne, ils ont toujours autant de bureaucratie aujourd'hui qu'avant. À l'inverse, je pense que l'Union européenne, il faut pas l'oublier, ce sont les États en réalité qui... Et donc, c'est bien aux États de donner l'impulsion pour une débureaucratisation de l'Union européenne. Mais une commission qui a quand même beaucoup de leviers, vous êtes d'accord? Oui, la commission, elle a des leviers, mais enfin, ce sont quand même les États qui déterminent, et le Parlement. Et le Parlement. Les parlementaires, mon cher Perico, ils sont élus par les Européens. Tout à fait. Non mais on en est bien d'accord. Les Alors, gouvernements... est-ce qu'on le sait vraiment? Est-ce que c'est appliqué? Nicolas Bouzou. C'est entre nos mains. Monnaie commune ou monnaie unique? On reste sur la monnaie unique ou est-ce qu'on peut pense... expérimenter une monnaie commune telle que l'écu avait été prévu par Helmut Schmidt et Giscard d'Estaing, puisque l'euro a des limites aussi, vous voyez bien. Oui, mais je ne vais pas vous embêter avec des détails techniques. Je pense qu'aujourd'hui, l'euro est surévalué par rapport au dollar et que c'est un... Pour les Français. Pour les Français. Et les Allemands se plaignent qu'il n'est pas assez. Voilà, mais pour les Français, en tout cas, aujourd'hui, c'est un problème. Donc je pense qu'on pourrait agir sur le marché d'échange pour faire en sorte que l'euro soit plus faible. Mais je pense que globalement, ça a été une bonne opération. Et surtout, je ne vois pas le mode d'emploi, si vous voulez, pour sortir de l'euro. Je pense que ça générerait des désordres qui sont des désordres pas possibles. D'autant plus, mon cher Perico, que si les investisseurs étrangers ont été indulgents à l'égard de notre endettement public ces dernières années, c'est aussi parce que nous avons le bouclier de l'euro et que nous sommes sous la protection financière des Allemands. Je vous retourne au compliment de Nicolas Bouzou, c'est parce qu'il y avait l'euro que les chefs d'État français ont dit « Ah il y a la dette, on va pocher, et puis les générations suivantes paieront. » Puisqu'on a un rempart qui s'appelle l'euro, tu peux taper dans la caisse, mon chéri, et puis c'est les jeunes qui paieront, et on voit aujourd'hui la facture. Pour autant, l'éternel sursaut, vous y croyez vraiment? Oui, vraiment. Là, aujourd'hui, première chose à faire pour qu'il y ait un sursaut. Deux choses. On remet de l'ordre dans les finances publiques, c'est parfaitement à notre portée. Sur 1700 milliards d'euros de dépenses publiques, vous pouvez trouver 30 milliards d'euros par an pendant quelques années. Deuxième chose, un immense plan de simplification pour libérer les Français. Vous faites ça, mais vous allez voir les énergies extraordinaires qui vont se déchaîner. Vous prenez la lettre de Pompidou, cessez d'emmerder les Français. Ah oui. Ah ouais, c'est fantastique. Ça va loin là, aujourd'hui. Oui, bien sûr, ça va trop loin. Non. Ça va toujours trop loin. Ça c'est du colbertisme, trop de normes. On peut c'est du libéralisme. Ouais, je préfère Turgot. Mais vraiment. Et vous voyez ce que souvent les étrangers me disent, mais la France, vous êtes un pays, vous êtes une usine à entrepreneurs et une usine à ingénieurs. Mais vous devriez être les rois du monde aujourd'hui. Alors, en QIP, que j'appelle le coefficient intellectuel et politique. Est-ce qu'on a le personnel compétent, cher Nicolas Bouzou? Dites-moi la vérité. Le thème de la maison, c'est parlons vrai. Aujourd'hui, non, mais vous savez, 2020, la nature a horreur du vide. Je pense qu'il y a des profils qui vont émerger d'ici 2027, ou des gens d'ailleurs qui sont déjà dans le champ politique, mais qui vont se révéler. Je l'espère. Mais de toute façon, je pense qu'avant cela, le combat, c'est celui que nous menons d'ailleurs, mon cher Perico, c'est le combat des idées. Oui. Et c'est pour ça que, à ma très modeste place, je mettrai toute l'énergie dont je suis capable pour essayer de convaincre mes concitoyens que le meilleur est possible pour notre pays. La France, c'est comme la bourse, faut l'acheter à la baisse. Faut jamais partir quand ça va pas, parce que quand on part quand ça va pas, on sera plus là quand ça ira mieux. C'est ce que disait Pinet, ne vendez pas. Alors, Nicolas Bouzou vient de faire un appel national. Il donne le programme de sursaut, l'éternel sursaut, le programme politique, à ceux qui veulent s'en emparer pour sauver la République après Jeanne d'Arc et après Bonaparte. Vous lisez ce document et vous nous ferez des projets. Nicolas Bouzou, merci d'avoir été là. Je vous reconvoquerai pour savoir où en est l'éternel sursaut. Gare à vous s'il se passe rien, parce que vraiment vous avez suscité des espoirs. Et quant à nous, je vous donne rendez-vous à demain pour une nouvelle France dans tous ses états. Et là, je vous laisse dans les délices de Brigitte Lahaye. Merci Nicolas.